Le vieux duc lui dit, «Je suis mourant, épouse-moi et tu hériteras de tout.» Mais sa confession lors de leur nuit de noces la laissa sans voix. Avant de commencer cette belle histoire d'amour historique, dites-moi dans les commentaires d'où vous nous écoutez. J'adore savoir d'où vous nous rejoignez. Et abonnez-vous si vous aimez les histoires romantiques comme celle-ci. Maintenant, plongeons-nous ensemble dans cette histoire. Trois inconnus ont décidé de l'avenir de Rosalind Fairfax en 40 minutes. Personne ne lui a demandé son avis. Personne ne lui a demandé ce qu'elle voulait. Elle avait 20 ans et cet après-midi-là, elle allait découvrir qu'il la mariait à un homme de 75 ans qu'elle n'avait jamais rencontré. Angleterre, 1887. Une époque où les femmes étaient négociées comme des biens, où leur destin était scellé par la signature de contrats qu'elles n'avaient jamais lus. Mais ce que personne n'avait prévu, ni les trois hommes dans cette pièce, ni le père de Rose, ni même Rose elle-même, c'est que cette transaction froide allait se transformer en quelque chose qu'aucun d'entre eux n'aurait pu prévoir. C'est une histoire qui parle de décisions impossibles, de la force née du désespoir et de la façon dont les fins les plus improbables naissent parfois des débuts les plus sombres. La maison Fairfax à Manchester sentait la défaite, mais pas immédiatement. Cette odeur s'infiltrait lentement, comme l'humidité à travers les murs, la moisissure, le gin renversé que personne n'avait nettoyé, la nourriture rance, l'odeur aigre des rêves pourris. Rosalind se tenait dans la cuisine en cet après-midi étouffant de joie, tentant l'impossible, transformant des restes en repas. Elle avait 21 ans, mais ses mains semblaient avoir 10 ans de plus, calleuses à force de laver des vêtements avec du savon bon marché et de l'eau froide, coupées par la couture avec des aiguilles émoussées et du fil rugueux. Elle remuait une casserole dans laquelle flottaient quelques morceaux de carottes flétries, un demi-oignon et des os qui avaient déjà donné 4 fois du bouillon. Il n'y aurait pas de viande. Il n'y aurait pas d'argent pour acheter de la viande avant 3 semaines. La robe qu'elle portait, d'un bleu délavé, avec un col haut qui cachait son cou mince, avait des pièces à des endroits qu'elle espérait que personne ne remarquerait, sous les aisselles, sur le côté gauche, là où le tissu s'était déchiré sur un clou rouillé, à l'ourlet, où elle avait essayé de la rallonger après avoir réalisé qu'elle grandissait encore. Même en pleine famine, elle était jolie, même au milieu de la misère. Quelque chose dans ses yeux sombres attirait l'attention, une intensité, une intelligence que la pauvreté n'avait pas réussi à éteindre. Mais la beauté, elle l'avait appris très tôt, ne payait pas les dettes. Puis elle entendit la porte d'entrée s'ouvrir. Des voix masculines, dont une qu'elle reconnut, celle de son père, Richard. Mais il y avait une autre voix inconnue, formelle, cultivée. Rose posa la cuillère en bois, s'essuya les mains sur son tablier usé et se dirigea vers le couloir. Elle s'arrêta dans l'ombre, où elle pouvait entendre sans être vue une habileté qu'elle avait développée ces dernières années. Une offre extraordinaire, Monsieur Fairfax. La voix inconnue appartenait à un homme plus âgé, habitué aux affaires. Mon client est prêt à transférer une somme considérable. Et que veut-il en échange? La voix de Richard semblait étrangement sobre, étrangement claire. La main de votre fille en mariage. Le monde sembla s'arrêter. Rose sentit ses jambes fléchir. Elle s'appuya contre le mur, le bois rugueux lui écorchant la paume. Ma fille a à peine 20 ans, dit Richard. Mais il n'y avait aucune indignation dans sa voix, seulement une curiosité calculatrice. Mon client en est conscient. Il est également conscient que votre famille est confrontée à des difficultés considérables. Pause. Rose pouvait entendre les battements de son propre cœur. Combien? Demanda son père. 80 000 livres sterling. Le chiffre était tellement absurde. Rose crut avoir mal entendu. 80 000 livres sterling, c'était plus d'argent que sa famille n'en avait vu dans toute sa vie. C'était son prix. La moitié d'avance, continua la voix inconnue. L'autre moitié après la cérémonie. Mon client est également prêt à prendre en charge toutes les dettes de la famille. Qui est votre client? Demanda Richard Bard, et Rose pouvait entendre la cupidité brute dans chaque syllabe. Il préfère rester anonyme jusqu'à ce que les conditions générales soient acceptées, mais je peux vous dire qu'il s'agit d'un homme de haut rang. Le duc d'Ashworth, l'un des nobles les plus puissants d'Angleterre. Rose retint son souffle. Un duc? Pas n'importe quel noble, un duc. Et ma fille a-t-elle accepté? Elle n'a pas encore été informée. Mon client a préféré s'assurer d'abord que vous étiez réceptive à la proposition. Silence.
Puis Richard éclata de rire. Un son dur et cruel, réceptive. Pour 80 000 livres et une relation avec un duc, vous pouvez l'emmener demain. Rose se mordit la main pour ne pas crier. 3 heures s'écoulèrent comme une éternité avant que son père ne l'appelle. Rosalind, elle connaissait ce ton. Ce n'était pas la voix pâteuse de l'ivresse, c'était la voix aiguë de la cupidité satisfaite. Rose entra dans ce qui avait autrefois été la bibliothèque. Ce n'était plus qu'une pièce avec des étagères vides. Les livres avaient été vendus il y a des mois, et il y avait une odeur permanente de gin bon marché. Assieds-toi. Elle s'assit sur la chaise en bois dur, le dos droit. C'était tout ce qu'elle avait. Une posture, une dignité que personne ne pouvait vendre. Richard la regarda longuement. Ses yeux étaient injectés de sang, rouges sur les bords, mais ils avaient une clarté qui effrayait plus que l'ivresse. J'ai reçu une proposition pour toi. Un homme, un duc, le duc d'Ashworth, veut t'épouser. Il offre 40 000 livres pour ta main. Qui est-il? Cela n'a pas d'importance, cela m'importe. Richard frappa du poing sur la table. Le bruit résonna dans la pièce vide. Tu n'es pas en position d'exiger quoi que ce soit. Regarde autour de toi, Rosalind. Regarde ce que nous sommes devenus. Il fit un geste violent vers les murs tachés, vers les étagères vides. Nous avons 2 mois avant de l'expulsion. Il ne reste plus rien à vendre. Ta mère tombe malade parce que nous n'avons pas d'argent pour payer un médecin. Ton frère a quitté l'école parce que nous ne pouvons pas acheter de livres. Ta sœur porte des robes tellement rapiécées que les autres enfants se moquent d'elle dans la rue. Chaque mot était comme une pierre lancée sur elle. Et tu as la possibilité de changer tout cela en un seul mot, en une seule décision. En me vendant, ce n'était pas une question. En sauvant ta famille, Richard se leva et fit le tour du bureau. Il t'épousera légalement, en bonne et due forme. Tu seras sa femme, une duchesse, pas quelque chose de moins. Et que veut-il de moi? Demanda Rose, même si elle connaissait déjà la réponse. Ce que tout homme attend de sa femme. L'air sembla quitter ses poumons. Quel âge a-t-il? Richard hésita. Juste une seconde, mais cela suffit. Ce n'est pas ça. Quel âge? Insista Rose en élevant la voix. 75 ans. Le chiffre tomba comme une pierre dans un puits profond. Rose sentit la bile lui monter à la gorge. Elle déglutit péniblement, la ravalant de force. Non. Le mot sortit dans un murmure. Non, je ne peux pas. La gifle fut si rapide qu'elle n'eut pas le temps de se préparer. Sa tête fut violemment projetée sur le côté. Une douleur explosive lui traversa la joue. Le goût métallique du sang envahit sa bouche. Tu le feras, siffla Richard en lui saisissant le bras avec une force brutale. Ses doigts s'enfoncèrent dans sa chair, laissant sans doute des bleus. Tu vas sourire, tu vas remercier, et tu vas épouser le duc d'Ashworth. Il l'attira vers lui. Il y allait s'aider vers lui, son visage à quelques centimètres du sien. Parce que si tu ne le fais pas, si tu gâches cette opportunité avec ton entêtement égoïste, il désigna la fenêtre d'où provenaient des voix d'enfants. Tom et Lily jouaient dans le jardin abandonné. Ils en paieront le prix. Ta mère en paiera le prix. Je les jetterai à la rue. Tous, tu ne ferais pas ça. Mais même en le disant, Rose savait que c'était un mensonge. Mette-moi à l'épreuve. Richard la lâcha brusquement. Elle tituba et s'agrippa au bord du bureau. Tu as 48 heures pour accepter. Après cela, l'offre expirera et cette famille sombrera, et ce sera de ta faute. Il partit en claquant la porte si fort que le verre vibra dans son cadre. Rose resta seule dans la pièce silencieuse. Lentement, elle leva la main pour toucher son visage. Sa peau était brûlante, douloureuse. Ses jambes ne la soutenaient plus. Elle se laissa glisser sur le sol, le dos contre le bureau. Et pour la première fois depuis des années, elle se permit de pleurer. Pas de sanglots bruyants, juste des larmes silencieuses qui coulèrent sur son visage, brûlant sa peau blessée, tombant sur sa robe rapiécée et laissant des taches sombres sur le tissu délavé. 75 ans, pensa-t-elle, stupéfaite. Un duc et j'ai 20 ans. Elle resta là, sur le sol, serrant ses genoux contre elle, tandis que le soleil se couchait dehors et que les ombres envahissaient la pièce. Elle entendait les bruits de la maison autour d'elle. Sa mère préparait la table pour leur maigre dîner. Lily fredonnait une chanson pour enfants. Tom lisait à haute voix à sa petite sœur. Les bruits d'une famille, les sons des personnes qui dépendaient d'elle. Et lentement, très lentement,
Rose sentit quelque chose se durcir en elle. Ce n'était pas de l'acceptation. Ce n'était pas de la résignation. C'était quelque chose de plus froid, de plus dur. Si je dois être vendue, pensa-t-elle, au moins ce sera à un prix qui sauvera les personnes que j'aime. Et après, je trouverai un moyen de survivre à cela. Elle se leva lentement, les jambes endolories d'être restée trop longtemps dans la même position. Elle s'essuya le visage avec le dos de la main et redressa sa robe. Lorsqu'elle quitta la bibliothèque, c'était comme si rien ne s'était passé, le visage soigneusement dénué d'émotion. Ses pas étaient fermes. Seule la marque rouge sur sa joue trahissait ce qui s'était passé. Les 48 heures suivantes s'écoulèrent dans un brouillard de terreur et d'insomnie. Rose était allongée dans le lit étroit qu'elle partageait avec Lily, fixant le plafond fissuré, essayant de trouver une alternative. N'importe quelle alternative. S'enfuir sans argent, sans relation. Une femme seule serait arrêtée en quelques jours pour vagabondage. Refuser et accepter les conséquences. Voir Tom abandonner tout rêve d'avenir. Voir Lily grandir dans une misère encore plus grande. Il n'y avait pas d'alternative. Le matin du troisième jour, elle descendit, sa décision prise. Son père était dans le salon. C'était la première fois depuis des semaines qu'elle le voyait se lever si tôt. Elle comprit qu'il attendait. Il attendait sa réponse. « J'accepte », dit-elle sans détour. « À une condition », ajouta-t-elle, surprenant Richard qui cligna des yeux. « Une condition. Je veux que l'argent soit d'abord utilisé pour l'éducation de Tom et Lily, puis pour rembourser les dettes. Si un seul sou est dépensé pour le gin, dit-elle en le regardant fixement, je dirai au duc exactement quel genre d'homme vous êtes. Pendant un instant, elle crut qu'il allait la frapper à nouveau, mais Richard sourit. Un sourire en coin, presque respectueux. Très bien, accepta-t-il, et je veux voir le contrat avant de signer quoi que ce soit. Tu ne sais pas lire les contrats juridiques, alors j'apprendrai vite. Richard l'observa longuement. Tu as mûri, je le vois maintenant. Tardivement, mais tu as mûri. Ce n'était pas un compliment. Ce n'était pas une excuse, juste une observation. Quand vais-je le rencontrer? Demanda Rose. Cet après-midi, à 15 heures, à l'auberge Rose and Crown. J'amènerai ma mère avec moi, dit l'avocat. Soit j'amène ma mère, soit je n'y vais pas. Rose croisa les bras. C'est toi qui décides. Pendant un instant, la tension était palpable. Puis Richard fit un geste de la main pour signifier son indifférence. Fais ce que tu veux, tant que tu te présentes. Le Rose and Crown était un établissement respectable du centre de Manchester. Pas de luxueux mais correct, des tables en marbre, des chaises en fer forgé, une atmosphère bourgeoise respectable. Rose arriva avec sa mère à 15 heures pile. Toutes deux portaient leur plus belle robe, qui n'était pas très belle. Celle de Rose, bleu marine avec un col blanc, avait été discrètement raccommodée. Celle de Margaret, gris foncé, était décolorée au niveau des plis, mais elle gardait le dos droit et la tête haute. Un homme corpulent d'une cinquantaine d'années se leva lorsqu'il les vit. L'avocat, sans doute celui de sa dame Fairfax, leur fit une brève révérence. « Maître Whitmore, veuillez me suivre. » Il les conduisit à une table dans un coin, discrètement caché par des paravents décoratifs, où était assis un homme qui leur tournait le dos. Lorsqu'il se retourna et se leva en les voyant, Rose dut se forcer à ne pas reculer. Il était très, très vieux, les cheveux complètement blancs, le visage profondément marqué par le temps, des rides autour des yeux, des sillons aux coins de la bouche, la peau fine comme du parchemin, laissant apparaître des veines bleutées aux tempes, toujours grand mais voûté, les épaules autrefois larges, maintenant légèrement tombantes, les mains tachetées par l'âge, tremblant de manière presque imperceptible. Il portait des vêtements de qualité évidente, des tissus qui coûtaient plus cher que tout ce que Rose possédait. Un manteau parfaitement coupé, une cravate en soie, une canne en ébène avec un pommeau en argent. Tout en lui respirait l'immense richesse et le pouvoir. Mais ce sont ses yeux qui l'ont arrêté. Gris-bleu, toujours vif, toujours intelligent, il la regardait avec une attention qui faisait que Rose se sentait complètement exposée. Mademoiselle Rosaline, sa voix était polie, étonnamment ferme pour quelqu'un d'aussi âgé. Un accent du nord de l'Angleterre, avec l'autorité indéniable de quelqu'un habitué à être obéi. Doc Edmund Ashworth, c'est un honneur de vous rencontrer. Il lui tendit la main. Rose regarda cette main tachetée et tremblante.
la main de l'un des hommes les plus puissants d'Angleterre, la main qui aurait bientôt le droit de toucher chaque partie de son corps. Elle se força à la prendre. La peau était sèche, fine, mais la poigne était étonnamment ferme. Votre grâce, Madame Fairfax, dit-il en se tournant vers sa mère, merci d'avoir accompagné votre fille. Margaret acquiesça, incapable de parler. Asseyez-vous, je vous prie. Ils s'installèrent. Whitmore commanda du thé, un geste automatique de courtoisie dans une situation profondément incivile. Un silence tendu s'installa comme un brouillard. Rose se força à le regarder directement, à l'étudier comme il l'étudiait clairement. Il était difficile de discerner l'âge exact de ce visage marqué. Il pouvait avoir 70 ans, il pouvait en avoir 80, mais c'était sans aucun doute un homme dans ces dernières années. J'imagine, dit finalement Edmund, que vous avez des questions. Beaucoup, répondit Rose d'une voix plus ferme qu'elle ne l'était intérieurement. Mais je vais commencer par la plus évidente. Pourquoi? Pourquoi vous? Oui, répondit Edmund en croisant les mains sur la table. Parce que j'ai besoin d'une femme et que vous avez apparemment besoin d'argent. Sa franchise brutale était presque rafraîchissante. Je suis mourant, mademoiselle Rosaline. Insuffisance cardiaque terminale. Les médecins m'ont donné 6 mois, peut-être 10 si j'ai de la chance, et j'ai besoin d'une épouse avant de partir. Les mots restèrent suspendus dans l'air comme un coup de massue. Rose sentit la pièce basculer légèrement. 6 mois au maximum. Je ne vivrai pas assez longtemps pour voir un autre printemps. Il le dit d'un ton neutre, comme s'il parlait de la météo. C'est pourquoi je vous propose cela. Épousez-moi maintenant. Devenez duchesse d'Ashworth, et quand je mourrai, ce qui sera bientôt, vous hériterez de tout, de ma fortune personnelle, de l'indépendance financière pour le reste de votre vie, de la liberté. Rose le fixa du regard, essayant de comprendre. Un duc mourant, 6 mois, hérité de tout. Il y a des milliers de jeunes femmes en Angleterre qui ont besoin d'argent, compta Rose. Pourquoi moi en particulier? Parce que j'ai été informé que votre famille se trouvait dans une situation particulière. Vous avez désespérément besoin d'argent pour envisager cet arrangement, et parce que mon avocat a enquêté et découvert que vous êtes jeune, en bonne santé, et que vous avez une moralité irréprochable. Chaque mot donnait à Rose l'impression d'être un animal destiné à la vente. Vous avez 75 ans, dit-elle. Ce n'était pas une question. Oui, et j'ai été né ici, et j'ai 20 ans. Je suis conscient de cela, et pourtant, cela vous semble approprié. Pour la première fois, quelque chose traversa le visage d'Edmund. Pas exactement de l'émotion, mais peut-être la reconnaissance que la situation était aussi grotesque qu'elle le soulignait. Non, dit-il doucement, cela ne me semble pas approprié. Cela me semble nécessaire pour des raisons qui ne vous concernent pas encore et apparemment nécessaires pour vous. Sinon, vous ne seriez pas ici. Le thé arriva. Personne ne toucha aux tasses. Margaret, qui était restée silencieuse, prit enfin la parole. Votre grâce, pardonnez ma franchise, mais ma fille a 20 ans. Elle est jeune. Elle a toute la vie devant elle. Vous êtes clairement dans vos dernières années. Ne serait-il pas plus approprié? Elle ne put terminer de chercher une épouse plus en accord avec mon âge, compléta Edmund. Oui, madame, cela le serait. Mais ce n'est pas ma situation. J'ai besoin d'une jeune épouse en bonne santé, capable d'assumer certaines responsabilités, et votre mari a été très clair au sujet de la situation financière de votre famille. Mon père n'avait pas le droit, commença Rose. Votre père a tous les droits légaux, l'interrompit Edmund, sans toutefois être impoli. Vous n'êtes pas marié, vous vivez sous son toit. Selon la loi, il a autorité sur votre mariage. Selon la loi, les femmes sont des biens, répondit Rose, chaque mot empreint d'amertume. Oui, Edmund acquiesça calmement. Elles le sont, et voici mon offre. Devenez ma propriété légale par le mariage, et je vous garantis que votre famille sera sauvée de la ruine totale. Il sortit une enveloppe de sa poche intérieure. Voici le contrat préliminaire. Il précise que 80 000 livres sterling seront transférées. La moitié avant le mariage, l'autre moitié après. Toutes les dettes de votre famille seront réglées. Vos frères et sœurs recevront une éducation adéquate. Votre mère touchera une pension viagère de 200 livres sterling par mois. Rose prit le document avec des mains légèrement tremblantes, à Marmount. Elle commença à le lire. Le langage juridique était dense, compliqué, mais les chiffres étaient clairs. C'était plus d'argent qu'elle ne pouvait en assimiler.
Et en échange, la voix de Rose était à peine plus qu'un murmure. Qu'attendez-vous de moi pendant ces mois? Quelque chose passa sur le visage d'Edmund. Cela, mademoiselle Rosalind, nous en discuterons si vous acceptez l'arrangement. Mais je vous assure, dit-il d'une voix légèrement adoucie, que je ne suis pas le monstre que cette situation me fait apparaître. Les mots flottaient dans l'air comme une menace. Rose sentit la nausée monter. Elle la réprima. Quand le mariage aurait-il lieu? Dans un mois. Assez de temps pour que vous emménagiez dans mon domaine, pour vous habituer à votre nouvelle maison, pour vous préparer correctement. Et si je refuse, alors je m'en tiendrai là. Retirez votre offre et cherchez ailleurs. Edmund se pencha légèrement en avant. Mais nous savons tous les deux que vous ne refuserez pas, car votre famille a désespérément besoin de cet argent. C'était vrai et ils le savaient tous les deux. Rose regarda sa mère. Margaret avait les larmes aux yeux, mais elle acquiesça. Une fois la permission, ou peut-être des excuses. Rose prit une profonde inspiration. J'ai des conditions. Edmund haussa les sourcils. Êtes-vous en mesure de négocier? Je suis en mesure de refuser, ce qui signifie oui. J'ai une certaine marge de négociation. Pendant un instant, elle pensa qu'elle était allée trop loin. Mais alors, quelque chose qui ressemblait à du respect, ou peut-être simplement de l'amusement, passa dans son regard. Très bien. Quelles sont vos conditions? Premièrement, je veux une garantie écrite que l'argent destiné à l'éducation de mes frères et sœurs sera mis de côté et que mon père ne pourra pas y toucher. D'accord. Whitmore peut s'en occuper. Deuxièmement, je veux voir le domaine avant le mariage. Je veux savoir où je vais vivre. Vous emménagerez là-bas la semaine prochaine. Vous aurez un mois entier avant la cérémonie. Et troisièmement, elle déglutit. Je veux que ce mariage soit public, avec une cérémonie en bonne et due forme et des témoins, afin que personne ne puisse dire que j'ai été contrainte ou que vous étiez incapable. Edmund l'étudia longuement. Vous êtes plus intelligente que je ne le pensais. Cela vous surprend-il qu'une femme soit intelligente? Cela me surprend qu'une femme de 20, dans une situation désespérée, ait encore la lucidité nécessaire pour protéger ses propres intérêts. Il tendit la main par-dessus la table. J'accepte vos 3 conditions. Avons-nous un accord? Rose regarda cette main tendue. C'était sa dernière chance, le dernier moment où elle pouvait se rétracter. Elle pensa à Tom, qui rêvait d'étudier l'ingénierie, mais n'avait pas de livres à lire. Elle pensa à Lily, qui avait honte de ses vêtements rapiécés. Elle pensa à sa mère, qui s'effondrait lentement sous le poids d'années de maltraitance. Et elle pensa à elle-même, à ce qu'elle s'apprêtait à faire, à ce qu'on attendrait d'elle. Mais elle n'avait pas le choix. Elle n'en avait jamais eu. Elle prit de sa main. Nous sommes d'accord, votre grâce. Sa peau était froide, sèche comme du vieux papier. Une semaine plus tard, la calèche vint de la chercher, noire, polie, avec les armoiries des Ashworth sur la porte, un cerf argenté sur un fond de feuilles de chêne verte, et au-dessus, la couronne ducale, symbole de l'un des plus hauts rangs de la noblesse britannique. Les voisins sortirent pour regarder. Ils murmuraient. Rose pouvait sentir leurs regards, leurs spéculations. Un duc. Le duc d'Ashworth épousait une fille issue d'une famille ruinée. Sa malle était prête. Une collection pathétique qui tenait dans une seule valise. 3 robes, des sous-vêtements raccommodés, le livre de poésie de sa grand-mère, une miniature de ses frères et sœurs. C'était tout ce qu'elle possédait. Les adieux furent rapides et douloureux. Lily pleurait, s'accrochant à la jupe de Rose. « Tu reviendras? » « Oui, je reviendrai, » mentit Rose, car elle ne savait pas si c'était vrai. « Je te le promets. » Tom la serra fort dans ses bras et lui murmura à l'oreille. « Tu ne mérites pas ça. Rien de tout ça. Ce n'est pas une question de mérite, » répondit-elle doucement. « C'est une question de survie. » Sa mère se contenta de lui tenir le visage entre ses mains pendant un long moment, mémorisant chaque détail. Puis elle l'embrassa sur le front et s'éloigna, incapable de parler. Son père ne vint pas lui dire au revoir. Il était dans son bureau, occupé à compter les 40 000 premières livres que Whitmore lui avait remises. Rose était reconnaissante de son absence. Le trajet jusqu'à Ashworth Manor dura 3 heures sous le soleil brûlant de juillet. Rose passa le temps à regarder par la fenêtre, voyant Manchester disparaître progressivement, remplacé par des champs, des vignobles, de petits villages. Madame Peyton, la gouvernante venue la chercher, était une femme peu souriante et peu loquace, mais elle n'était pas cruelle, juste efficace.
Sa grâce attend votre arrivée, fut tout ce qu'elle dit pendant tout le trajet. Lorsque le manoir apparut enfin à l'horizon, Rose dut reprendre son souffle. Il était énorme, imposant. Ce n'était pas seulement une maison, c'était pratiquement un palais. De pierre grise contre un ciel bleu, avec 4 tours s'élevant comme des sentinelles, des jardins s'étendant dans une géométrie parfaite qui semblait s'étendre sur des kilomètres. Un lac en arrière-plan, reflétant les nuages, des dizaines de cheminées, des centaines de fenêtres captant la lumière du soleil. C'était le siège d'un duc. C'était le pouvoir manifesté dans la pierre et la terre. Ce n'était pas une maison. C'était une forteresse, une prison dorée, et bientôt, elle serait à elle. La calèche s'arrêta devant l'entrée principale. Au moins 20 marches de marbre menaient à une double porte en chêne sculptée des armoiries des Ashworth et de scènes de bataille médiévales. Edmund attendait en haut des marches, à la lumière du jour, avec en toile de fond la demeure ancestrale de sa famille. Il semblait à la fois plus puissant et plus fragile. Le duc d'Ashworth, l'un des hommes les plus riches d'Angleterre, se tenait sur les marches d'un palais qui appartenait à sa famille depuis 4 siècles. Mais c'était aussi un vieil homme, s'appuyant lourdement sur sa canne, chaque respiration lui demandant un effort visible. Lorsque ses yeux se posèrent sur Rosalind, il sourit. Un sourire petit mais sincère. Mademoiselle Rosalind, bienvenue au manoir d'Ashworth. Elle descendit de la calèche, s'efforçant de ne pas laisser ses jambes trembler. Votre grâce, venez, laissez-moi vous montrer votre nouvelle demeure. L'intérieur était encore plus impressionnant que l'extérieur. Le hall d'entrée, avec son sol en marbre noir et blanc, était si vaste que toute la maison de son enfance aurait pu y tenir. Un double escalier en marbre blanc menait au 2e étage. Les balustrades étaient dorées à la feuille d'or. Au moins 6 lustres en cristal reflétaient la lumière du soleil en 1000 éclats brillants. Des tapisseries anciennes ornaient les murs, et les portraits de plusieurs générations de ducs d'Ashworth observaient les visiteurs d'un œil sévère. Ces murs renferment 400 ans d'histoire, dit Edmund en marchant lentement, sa canne frappant le marbre de façon rythmée. Mon arrière-arrière-grand-père a été nommé premier duc d'Ashworth par la reine Élisabeth la Féronde pour service rendu à la couronne. Ce manoir a été construit pour refléter cet honneur. Il a survécu aux guerres, aux scandales, aux difficultés financières, aux révolutions, et maintenant, il sera à vous. À moi, répéta Rose, confuse. Finalement, il ne donna pas plus d'explications. Il la guida à l'étage. Chaque pas semblait lui coûter un effort, même s'il essayait de le cacher. Rose remarqua que sa respiration devenait plus difficile, qu'il faisait des pauses discrètes tous les quelques pas. Il est vraiment en train de mourir, pensa-t-elle. Ce n'est pas un mensonge. Le couloir du 2e étage s'étendait à l'infini. Des portes en chêne, de grandes fenêtres, des portraits sur les murs. Des générations de ducs et duchesses d'Ashworth observaient l'intruse. Des hommes en uniforme militaire, des femmes en robes sophistiquées, toutes avec les mêmes yeux gris-bleu, toutes avec des expressions d'autorité absolue. Vos appartements. Edmund s'arrêta devant une double porte et l'ouvrit. Rose entra et dut réprimer un cri de surprise. Un salon privé décoré dans des tons vert d'eau et crème. Des meubles délicats qui semblaient trop chers pour être touchés. Des chaises Louis XVI. Un bureau incrusté de nacre. Des rideaux de soie qui coûtaient probablement plus cher que le revenu annuel de son père. Une cheminée déjà allumée malgré la chaleur de juillet, avec un manteau en marbre sculpté de chérubins. À travers la porte de gauche, elle aperçut une chambre avec un lit à baldaquin plus grand que toute son ancienne cuisine. Le lit lui-même était une œuvre d'art. 4 montants sculptés atteignant presque le plafond, des rideaux de soie émeraude, une couverture brodée de fils d'or. C'est trop, fut tout ce qu'elle put dire. C'est convenable pour la future duchesse d'Ashworth, corrigea Edmund. Madame Péton vous apportera vos affaires. Le dîner est à 20 heures. Habillez-vous convenablement. Il y a des vêtements neufs dans l'armoire. Rose se retourna brusquement. Des vêtements neufs. Vous ne pouvez pas dîner en tant que future duchesse avec des robes rapiécées, dit-il simplement. Considérez cela comme un cadeau de bienvenue. Avant qu'elle n'ait pu répondre, il était déjà parti. Refermant doucement la porte derrière lui, Rose se retrouva seule dans cet espace immense, magnifique et suffocant. Elle se dirigea vers l'armoire mentionnée et l'ouvrit lentement.
À l'intérieur se trouvaient au moins 15 robes, des soies, des velours, des mousselines, des brocarts dans des couleurs qu'elle n'avait jamais portées. Bleu saphir, vert émeraude, rose antique, bordeaux profond, gris argenté. Chacune était un chef-d'œuvre de couture, cousu à la main, richement détaillé, avec de la dentelle de Belgique et de la soie de France. Chacune valait plus que tout ce que possédait sa famille. Elle en toucha une du bout des doigts tremblants. Le tissu était si doux qu'il semblait presque immoral. C'est le prix à payer, pensa-t-elle. De jolies robes, une chambre luxueuse, le titre de duchesse, et en échange, elle ne parvint pas à terminer sa pensée. Elle s'approcha de la fenêtre. Dehors, les jardins s'étendaient dans une perfection impossible. Une armée de jardiniers travaillait en silence, taillant les haies en forme géométrique, entretenant les parterres de fleurs disposés en motifs élaborés. Les fontaines scintillaient au soleil. Des paons se pavanaient sur des pelouses parfaitement entretenues. Tout était ordonné, contrôlé, pas une branche ne dépassait. Rose appuya son front contre la vitre froide et se laissa envahir par le poids de ce qui allait se passer. Dans un mois, elle serait son épouse, la duchesse d'Ashworth, légalement et complètement. Le premier dîner fut une épreuve civilisée. À 20 heures pile, on frappa doucement à la porte. Une jeune servante, qui ne devait pas avoir plus de 16 ans, entra en faisant une révérence nerveuse. Votre grâce, je veux dire, mademoiselle, je suis venu vous aider à vous habiller pour le dîner. Rose choisit la robe la plus simple, bleu foncé, à manches longues, avec un décolleté modeste, mais même celle-ci était infiniment plus élégante que tout ce qu'elle avait jamais porté. La servante qui se présenta sous le nom d'Annie l'aida à l'enfiler, à rassembler ses cheveux en un chignon élaboré, à choisir des chaussures qui lui allaient vraiment. Lorsque Rose se regarda dans le miroir, elle faillit ne pas se reconnaître. Elle avait l'air respectable, voire élégante, comme quelqu'un qui pourrait réellement appartenir à la maison d'un duc. Mais sous cette jolie robe, elle était toujours la même jeune femme terrifiée. La salle à manger était encore plus intimidante que le reste. Une table en chêne pouvant facilement accueillir 40 personnes, bien qu'il n'y ait que 2 couverts, un à chaque extrémité, séparés par au moins 6 mètres de bois poli. L'argenterie brillait sous la lumière de 3 immenses lustres. La porcelaine était si fine qu'elle en était presque transparente. Peinte des armoiries des Ashworth, et les verres en cristal reflétaient la lumière des bougies comme des diamants. Edmund était déjà assis, vêtu d'un costume noir de soirée. Il se leva lorsqu'elle entra, un geste de courtoisie qui la surprit. « Mademoiselle Rosalind, vous êtes ravissante. Merci pour les vêtements, dit-elle d'un ton guindé. Ce n'était pas nécessaire. Si ça l'était, la société a des attentes. Mieux vaut y répondre dès le début. » Elle s'assit sur la chaise qu'un domestique lui avait tirée. La distance entre elle et Edmund à table était absurde. Elle allait devoir élever considérablement la voix pour se faire entendre correctement. Le dîner commença. 5 plats, chacun présenté avec une cérémonie élaborée par des serviteurs silencieux en livrée. Soupe d'asperges, truite à la sauce citronnée, faisan rôti aux herbes, salade de légumes de serre, tarte au citron et à la crème. C'était plus de nourriture que Rose n'en avait vu depuis des semaines, mais elle pouvait à peine manger. La nourriture avait un goût de cendre dans sa bouche. « Vous n'avez pas d'appétit ?» demanda Edmund, remarquant qu'elle ne faisait que pousser la nourriture dans son assiette. « C'est très lourd. Je n'y suis pas habitué. Tu t'y habitueras, » répondit-il simplement. « Dans les semaines à venir, nous établirons une routine. Le matin, tu étudieras à la bibliothèque l'administration du domaine, les finances, les lois régissant l'héritage et la gestion d'une maison ducale. L'après-midi, Madame Péton t'enseignera l'étiquette et les responsabilités d'une duchesse. Le soir, nous dînerons ensemble. Chaque mot résonnait comme une condamnation. Un programme rigide, une vie contrôlée, et après le mariage, se força Rose à demander. Edmund marqua une pause, la fourchette en l'air. Après le mariage, vous serez la duchesse d'Ashworth. Avec toutes les responsabilités que ce titre implique, répondit-il, sans vraiment répondre à la question. Rose n'insista pas. Les semaines suivantes s'écoulèrent dans un étrange brouillard de routine et de terreur grandissante. Rose se réveillait à 6 heures chaque matin et prenait son petit déjeuner seule. À 7 heures, elle retrouvait Edmund dans la bibliothèque pour des cours qui duraient jusqu'à midi. C'était un professeur exigeant mais patient. Il lui apprit à lire les registres comptables, à évaluer les récoltes,
à négocier avec les locataires tout en préservant la dignité de chacun. Mais il lui enseigna également des choses spécifiques au statut de duchesse, les obligations sociales, les œuvres caritatives attendues, les relations politiques qui accompagnaient le titre, comment organiser des événements pour des centaines d'invités, comment naviguer dans la hiérarchie complexe du périage. Regardez ici, dit-il un matin en montrant un chiffre dans le grand livre. Ce locataire, M. Davies, a 3 mois de retard dans ses paiements. Quelle serait votre décision? Rose étudia les chiffres. L'expulser. Vous pourriez le faire. Ce serait légal. Mais serait-ce juste? Edmund tourna quelques pages en arrière. Regardez son historique. 15 ans de paiement ponctuel. Puis sa femme est tombée malade. Il a dû payer le médecin. Qu'est-ce que cela vous inspire? Que c'est un homme honorable dans une situation difficile. Exactement. Vous lui proposez donc un délai supplémentaire, peut-être un travail supplémentaire pendant la récolte pour compenser. Vous préservez sa dignité et maintenez la productivité du domaine. Edmund sourit. Un duc ou une duchesse qui ne règne que par la cruauté ne dure pas. La cruauté est facile. La justice exige de la réflexion. Rose absorbait tout comme la terre sèche absorbe la pluie. Elle découvrit à sa grande surprise qu'elle adorait cela. Le défi intellectuel, le sentiment de compétence grandissante. Vous êtes né pour cela, commenta Edmund un matin, en la regardant calculer mentalement les prévisions de récolte. L'administration exige un esprit vif et un cœur compatissant. Vous avez les deux. Vous ferez une excellente duchesse. Pour la première fois de sa vie, Rose se sentait capable, voire puissante, mais elle gardait toujours ses distances avec Edmund. Elle ne s'approchait jamais trop près. Elle ne laissait jamais les conversations devenir personnelles. C'était sa seule protection contre ce qui allait arriver. Les après-midi avec Madame Péton étaient une autre forme de torture. La gouvernante lui enseignait la posture, l'étiquette, comment converser sans rien dire de substantiel, comment descendre les escaliers sans trébucher sur ses jupes volumineuses, quelle fourchette utiliser pour chacun des 12 plats, comment faire la révérence aux différents niveaux de la noblesse et en tant que future duchesse. Elle ne ferait la révérence à presque personne sauf à la royauté. La société vous surveillera constamment, avertissait Madame Péton, en corrigeant la posture de Rose pour la 10e fois cet après-midi-là. Une duchesse est toujours sous le regard critique. Une seule erreur, et ils ne vous laisseront jamais oublier que vous n'êtes pas né avec ce titre. Ne leur donnez pas ce plaisir. Pourquoi m'aidez-vous? Demanda Rose un après-midi, après une leçon particulièrement épuisante. Vous n'approuvez clairement pas ce mariage. Madame Péton cessa d'ajuster la manche de Rose. Je n'approuve pas la situation, mais je ne vous en tiens pas responsable, dit-elle finalement. Et son Altesse est un homme bon, le meilleur duc que ce domaine ait connu depuis des générations. Il mérite que son dernier souhait soit exaucé comme il se doit. Son dernier souhait. Mais la gouvernante ne donna pas plus de détails. Elle continua simplement à ajuster la manche en silence, laissant Rose avec plus de questions que de réponses. Le soir, les dîners se poursuivaient, toujours formels, toujours distants. Edmund parlait du domaine, de l'histoire de la famille, des responsabilités futures, mais jamais de choses personnelles, jamais de ses sentiments, de ses peurs, de ses regrets. Rose était reconnaissante de cette distance. Elle préférait ne pas le connaître. Ce serait plus facile après, mais parfois, elle le surprenait en train de la regarder avec une expression étrange. Ce n'était ni de la luxure, ni de la possessivité, mais quelque chose de plus doux, presque de la tristesse. 3 semaines après son arrivée, Rose était seule dans la bibliothèque lorsqu'elle trouva quelque chose caché derrière d'autres livres. C'était un petit portrait encadré dans de l'argent terni. Une femme d'environ 40 ans, d'une beauté sereine, des cheveux châtains, des yeux doux, un sourire qui semblait illuminer tout le tableau et peint en bas. Vivienne, duchesse d'Ashworth, 1845-1880. Vivienne Rose se retourna brusquement. Edmund se tenait dans l'embrasure de la porte et l'observait. « Ma femme, dit-il lentement, en prenant le portrait avec révérence. Elle est décédée il y a 7 ans, d'une insuffisance cardiaque, ironiquement, la même maladie qui va me tuer. » C'était la première fois qu'il parlait de la mort aussi franchement. « Elle était belle, dit Rose, parce que cela semblait être la chose polie à dire. Elle l'était, mais plus encore, elle était intelligente, compatissante, forte. » Edmund suivit du doigt tremblant les traits du visage sur le tableau.
40 ans ensemble. Elle avait 17 ans quand nous nous sommes mariés. J'avais 19 ans. Nous avons grandi ensemble. Nous avons construit cette vie ensemble. 40 ans. Et pas un seul jour n'a suffi. Le silence s'installa, lourd et significatif. Vous l'aimiez, dit Rose. Ce n'était pas une question plus importante que ma propre vie. Edmund regarda Rose. Et avant que vous ne posiez la question, non, vous ne la remplacez pas. Personne ne le pourrait. Alors pourquoi vous remarier? Parce que j'en ai besoin pour des raisons que vous comprendrez. Finalement toujours des secrets. Rose recevait une leçon de Madame Péton sur la fourchette à utiliser pour les huîtres lorsqu'elles entendirent du bruit. Des voix fortes dans le hall d'entrée. Une voix masculine, jeune, furieuse, rompant le silence habituel du manoir. Où est-il? Madame Piton pâlit. Oh non, c'est Monsieur Alexander, qui? Mais la gouvernante se précipitait déjà dehors, laissant Rose seule dans la salle à manger. Rose se dirigea vers la porte, la curiosité l'emportant sur la prudence. Dans le couloir, elle pouvait voir le hall d'entrée principal. Un homme d'environ 32 ans se tenait au centre du hall en marbre, grand, les cheveux châtains foncés ébouriffés par le voyage. Des yeux gris-bleu qui ressemblaient à ceux d'Edmund, mais qui étaient jeunes, furieux, brûlants d'une intensité que l'oncle n'avait jamais montrée. Il portait des vêtements de voyage couverts de poussière. De toute évidence, il avait chevauché sans relâche pour arriver. « Monsieur Alexander, s'il vous plaît. » Madame Piton tenta de le calmer. « Son Altesse, je me fiche de savoir où il est. Je veux le voir maintenant, » rugit presque Alexander. « J'ai reçu une lettre absurde disant qu'il allait se marier. Dans 3 jours? A-t-il complètement perdu la raison? » Puis son regard balaya le couloir et se posa sur Rose. Il s'arrêta, l'observa, et quelque chose de sombre traversa son visage. « Vous? » Il s'avança vers elle à grands pas prédateurs. « C'est toi, la mariée miraculeuse? » Rose se força à ne pas reculer. « Je suis Rosalind Fairfax. Quel âge as-tu? » Ce n'était pas une question polie, c'était une accusation. 20 ans. Alexander eut un rire amer, sans humour. 20 ans, bien sûr. Et mon oncle a 75 ans. Tu ne trouvais pas ça obscène, Alexander? La voix d'Edmund fendit l'air comme un coup de fouet. Il se tenait en haut de l'escalier, s'appuyant lourdement sur sa canne, le visage pâle, mais le regard fixe. Tu vas cesser cette impolitesse immédiatement. Alexander se tourna vers son oncle. Impolitesse, impolitesse. Tu es sur le point d'épouser une fille assez jeune pour être ta petite fille, et c'est moi qui suis impoli. Mon bureau. Edmund commença à descendre lentement les escaliers. Rosalind, laisse-nous seuls, s'il te plaît. Mais Alexander n'attendit pas. Non, elle doit entendre ça aussi. Combien paye-t-il à ta famille, mademoiselle? Quel est le prix courant pour devenir duchesse de nos jours? Le visage de Rose s'empourpra. Honte, colère, humiliation se mêlaient en une vague brûlante. Ça suffit, rugit Edmund avec une force surprenante pour quelqu'un d'aussi frêle. Tu ne lui parleras pas comme ça. Pas dans ma maison, ta maison. Combien de temps encore, mon oncle? 6 mois? 3 ans? Alexander fit un geste violent. Et puis ça, cet enfant hérite de tout, tandis que moi, ton neveu, ton sang, ton héritier, j'obtiens quoi? Un titre sans fortune pour le soutenir. Un duché vide, tandis qu'elle contrôle la richesse. Viens dans le bureau, dit Edmund d'une voix basse mais menaçante. Maintenant, ou quitte mon domaine et ne reviens jamais. Les deux hommes se faisaient face. Rose pouvait sentir la tension. Des années d'histoire, d'amour, de ressentiment, de peur, tout se concentrait en cet instant. Finalement, Alexander acquiesça brusquement et suivit son oncle. Mais avant de disparaître dans le couloir, il jeta un dernier regard à Rose. Ce n'était pas seulement de la rage, c'était quelque chose de plus froid, de plus calculateur. « Fais attention », disait clairement ce regard. « Ce n'est pas fini. » Rose ne vit ni Edmund ni Alexander pendant le reste de la journée. Des voix étouffées provenaient du bureau pendant des heures, parfois fortes, parfois si intenses qu'il était impossible de distinguer les mots. Ce n'est qu'à la tombée de la nuit qu'Edmund apparut enfin. Il avait l'air épuisé, 10 ans plus vieux que le matin. « Je m'excuse que tu aies été témoin de cela, » dit-il simplement, en s'affalant lourdement dans un fauteuil de la bibliothèque. « C'est ton neveu, » dit Rose. Ce n'était pas une question. Oui, le fils de mon jeune frère, décédé il y a 12 ans. Alexander héritera du titre de duc quand je ne serai plus là. Les terres attachées au titre, le domaine principal,
Tout ce qui doit être transmis avec le duché selon la loi, mais pas la fortune personnelle. Non. Edmund la regarda, et il s'était toujours attendu à tout hériter, le titre, les terres et la fortune. Il est naturellement bouleversé. Il me déteste. Il ne vous connaît pas. Il est en colère contre la situation. Pas contre vous en particulier. Mais Rose n'était pas sûre d'y croire. Les 3 jours qui suivirent jusqu'au mariage furent tendus. Alexander resta dans le domaine. Il avait ses propres appartements, hérités de son père, mais il croisait Rose dans les couloirs, dans le jardin, dans la salle à manger. Toujours poli, toujours froid, toujours en train de la regarder avec ses yeux gris-bleus qui semblaient cataloguer chaque imperfection. Rose se sentait comme un insecte sous une cloche de verre. Le matin du mariage, alors qu'Annie l'habillait, elle entendit frapper à la porte. Entrez. À sa grande surprise, c'était Alexander. Il s'arrêta sur le seuil, la regardant dans sa robe de mariée. Pendant un instant, quelque chose qui ressemblait à de la douleur traversa son visage. « Je suis venu m'excuser », dit-il brusquement. « Pour mon impolitesse à mon arrivée, c'était injuste. Merci. Mais je n'ai pas changé d'avis sur cette situation, continua-t-il. Je pense que c'est de l'exploitation. Je pense que mon oncle est manipulé et j'ai l'intention de le protéger, même de lui-même. C'est un adulte capable de prendre ses propres décisions. C'est un homme âgé et malade qui se laisse séduire par une jolie jeune femme en situation désespérée, rétorqua Alexander. Pardonnez-moi si je ne vois pas de romance dans tout cela. Rose s'efforça de soutenir son regard. Pensez ce que vous voulez de moi, mais ne pensez pas du mal de lui. Tout ce qu'il fait, il le fait pour ses propres raisons. De bonnes raisons. Alexander l'observa longuement. Nous verrons bien. Et il partit, laissant Rose tremblante. Non pas à cause de la peur de la nuit de noces qui approchait, mais à cause de quelque chose de plus compliqué. Alexander allait poser problème, elle en était certaine. Puis le jour du mariage arriva, le 27 juillet 1887, sous un ciel obstinément gris, comme si le temps lui-même désapprouvait. Rose se réveilla avec des nausées qui n'avaient rien à voir avec la faim. C'était le jour J. Il n'y avait plus de report possible, plus de temps à perdre. Dans quelques heures, elle serait son épouse, la duchesse d'Ashworth, légalement et complètement, et d'ici la nuit, elle ne pouvait pas finir sa pensée sans sentir la panique lui monter à la gorge comme de l'acide. Annie vint l'aider à s'habiller. La robe de mariée était une œuvre d'art. De la soie ivoire, des broderies délicates avec des perles et des cristaux, une traîne qui traînait sur plusieurs mètres, un voile en dentelle belge si fin qu'il semblait être de la brume, une tiare en diamant, de vrais diamants qui avaient appartenu à Vivienne. C'était magnifique, c'était étouffant. C'était le costume d'une duchesse. Quand Annie eut terminé, Rose se regarda dans le miroir. Elle ressemblait à une mariée de conte de fées, jeune, belle, radieuse sous le voile délicat et la tiare scintillante. Mais ses yeux trahissaient tout, une peur viscérale que même le maquillage ne pouvait dissimuler. La cérémonie se déroulerait dans la chapelle du domaine, petite mais ancienne, construite au 15e siècle, avec des vitraux qui projetaient une lumière colorée sur l'autel en pierre. La chapelle privée des ducs d'Ashworth depuis 400 ans. Le moment venu, Rose descendit des escaliers seule. Son père n'était pas venu. Il n'avait pas été invité, à son grand soulagement. Mais sa mère était là, assise discrètement au fond de la chapelle avec Tom et Lily. La chapelle était décorée de lits blancs et de roses, des centaines. L'air sentait l'encens, la cire de bougie et les promesses qui ne pouvaient être rompues. Et à l'hôtel, Edmond attendait, vêtu d'un costume noir, les robes ducales d'apparat sur les épaules, en velours bleu foncé orné de broderies, lourdes d'histoire et d'autorité. Malgré son âge et sa fragilité, il se tenait aussi droit que possible. Il incarnait parfaitement le duc d'Ashworth, mais lorsqu'il la vit s'avancer dans l'allée, quelque chose traversa son visage. Ce n'était pas du désir, mais quelque chose qu'elle ne pouvait identifier. Cela ressemblait presque à de la compassion. Rose avança lentement dans l'allée centrale. Chaque pas semblait durer une éternité. Chaque pas la rapprochait de l'inévitable. Les invités la regardaient, ils n'étaient pas nombreux, peut-être une trentaine. La noblesse locale, d'autres pairs, socialement obligés d'être présents. Ils murmuraient derrière leurs éventails. Ils la jugeaient de leurs regards brûlants. Si jeune, quel dommage. C'est clairement pour l'argent. Le duc a perdu la tête. Et là, dans le premier banc à gauche, Alexander observait, le visage soigneusement impassible, mais les yeux impossibles à déchiffrer.
Rose sentait son regard comme un poids physique. Elle gardait la tête haute, le visage soigneusement impassible. Lorsqu'elle atteignit enfin l'hôtel, Edmund lui tendit la main. Elle la prit. Elle était glacée, tremblant légèrement. Mais Rose ne savait pas si c'était sa main ou la sienne. L'archevêque, car le mariage d'un duc exigeait la présence d'un archevêque, commença la cérémonie. Les mots devinrent flous. Rose écoutait à peine, malgré le bourdonnement dans ses oreilles et la panique qui l'avait menacée tout au long de la cérémonie. Dans la maladie et dans la santé, il est déjà malade, déjà mourant. Jusqu'à ce que la mort vous sépare, la mort viendra dans quelques mois, quelques semaines peut-être. Edmund Lorraine Ashworth, duc d'Ashworth, prenez-vous cette femme pour épouse? Je le veux, une voix ferme, sans hésitation. Rosalind Margaret Fairfax. Prenez-vous cet homme pour époux? Pause. Tout le monde attendait. Rose regarda Edmund. Ses yeux gris-bleus la regardaient calmement, sans pression, comme s'il disait « Tu peux encore refuser ». Mais elle ne pouvait pas. Elle n'avait jamais pu. Je le veux. Sa voix était étonnamment claire, rompant le silence tendu de la chapelle. Alors, par le pouvoir qui m'est conféré, je vous déclare mari et femme. Vous pouvez embrasser la mariée. Il n'y eut pas de baiser. Edmund se contenta de lui prendre la main et de la serrer doucement, comme pour sceller un accord commercial et non une union matrimoniale. Et Rose devint duchesse d'Ashworth. La réception fut un événement somptueux dans la grande salle de bal du manoir, une pièce qu'elle n'avait jamais vue auparavant, assez grande pour accueillir 300 invités, avec des lustres en cristal, un orchestre qui jouait, des valets en livrée ducale servant du champagne et des mets délicats, des fleurs en abondance, des tables chargées de plats élaborés préparés par une équipe de chefs français, du champagne à volonté, tandis que les invités célébraient une union qu'ils jugeaient tous scandaleuse. Rose sourit jusqu'à en avoir mal à la mâchoire. Elle accepta les félicitations des comtes, vicomtes et barons qui cachaient à peine leur scandalisement dans leur regard froid. Si jeune, entendit-elle une comtesse murmurer à une autre, un mariage d'intérêt, évidemment, répondit-elle à voix basse mais audible, un pauvre duc manipulé dans sa vieillesse. Et toujours, toujours, elle sentait le regard d'Alexander posé sur elle, l'observant, la jugeant, cataloguant chaque geste, chaque mot, chaque faux sourire. Rose garda soigneusement un visage impassible. Madame Peton lui avait bien appris. Ne jamais montrer que tu as entendu, ne jamais réagir, ne jamais donner satisfaction au cruel. Edmund resta à ses côtés tout au long de la réception, la présenta formellement à chaque invité comme « ma duchesse », entretint des conversations polies sur rien, joua à la perfection le rôle du marié satisfait. Mais Rose remarqua tout, comment il se fatiguait à chaque heure qui passait, comment sa respiration devenait plus laborieuse, comment il s'appuyait discrètement davantage sur sa canne. L'homme dépassait clairement ses limites juste pour sauver les apparences. Lorsque le soleil commença à se coucher, peignant le ciel d'orange et de violet à travers les halls de fenêtres, Edmund se pencha et lui murmura à l'oreille « C'est l'heure ». Rose sentit son estomac se nouer en un nœud froid et dur. La nuit de noces, Annie l'aida à troquer sa robe de mariée sophistiquée contre une simple chemise de nuit, blanche, modeste, mais Rose se sentait tout de même complètement nue et exposée. « Tout ira bien, votre grâce », murmura Annie, remarquant le tremblement incontrôlable des mains de Rose tandis qu'elle l'aidait. Le titre lui semblait étrange. Son Excellence est un homme bon, mais tout n'allait pas bien se passer. Comment cela aurait-il pu être le cas? Quand Annie partit, fermant doucement la porte derrière elle, Rose se retrouva seule dans ses appartements pour la première fois en tant que femme mariée, en tant que duchesse, attendant. Elle ne savait pas combien de temps s'était écoulé, des minutes, des heures. Le temps semblait avoir perdu tout son sens, s'étirant comme de la cire fondue. Puis 3 coups frappèrent à la porte, fermes, précis. « Entrez », dit-elle d'une voix à peine audible. La porte s'ouvrit lentement. Edmund entra, vêtu d'une robe de chambre en soie sombre, par-dessus ses vêtements de nuit. Il semblait encore plus vieux à la douce lueur des bougies, chaque ride plus profonde, chaque tache de vieillesse plus visible, la fragilité de son corps impossible à ignorer. Rose se força à se lever, à ne pas se réfugier dans un coin comme le lui dictait son instinct. Elle garda le menton levé, même si elle sentait ses jambes trembler. La dignité, se rappela-t-elle. Au moins, j'ai ça.
Edmund l'observa longuement. Puis, de manière surprenante, il se dirigea vers le fauteuil près de la cheminée crépitante et s'assit. Il ne s'approcha pas du lit. Asseyez-vous, je vous en prie. Il lui indiqua le fauteuil en face de lui, comme s'ils allaient avoir une conversation informelle sur la météo. Rose cligna des yeux, perplexe, mais elle obéit lentement, tirant un châle sur ses épaules pour se couvrir autant que possible. Edmund versa 2 verres de brandy à partir de la bouteille posée sur la table d'appoint. Il tendit l'un d'eux d'une main légèrement tremblante. Buvez, cela vous aidera à calmer vos nerfs. Elle prit le verre de ses mains également tremblantes. Elle but. Le liquide lui brûla la gorge en descendant, mais apporta une chaleur bienvenue qui se répandit dans sa poitrine. Rosalind, Edmund prononça son nom doucement, presque affectueusement. Je dois te dire quelque chose et j'ai besoin que tu m'écoutes jusqu'à la fin avant de réagir. Elle se contenta d'acquiescer, incapable de faire confiance à sa voix. Ce mariage, fit-il après une pause, choisissant ses mots avec le soin de quelqu'un qui marche dans un champ de mine. Ce mariage ne sera pas consommé. Le monde sembla ralentir. Ces mots n'avaient aucun sens. Quoi? Je ne te toucherai jamais de cette façon. Je ne te demanderai jamais de remplir tes devoirs conjugaux. Tu garderas ces appartements. Je garderai les miens. Nous vivrons comme des partenaires. Rien de plus. Rose le fixait, incapable de comprendre ce qu'elle entendait. Son cerveau refusait d'accepter ces mots. Je ne comprends pas, hein, parvint-elle enfin à murmurer. Laisse-moi tout expliquer depuis le début. Edmund se pencha en avant, les mains jointes. Je suis en train de mourir. Insuffisance cardiaque terminale. 3 médecins différents m'ont donné entre 6 et 10 mois à vivre. Il n'y a pas de remède, pas d'espoir, pas de miracle à attendre. Je savais que tu étais malade, mais ma femme Vivien est morte il y a 7 ans de la même maladie. Nous n'avions pas d'enfants. Elle ne pouvait pas concevoir et ma fortune personnelle, distincte du titre et des terres liées au titre de noblesse, risque d'être dilapidée par mon cousin Cornelius et d'autres parents cupides après ma mort. Il fit une pause pour reprendre son souffle, et Rose pouvait entendre l'effort que chaque mot lui coûtait. Le duché lui-même, le titre, le domaine principal, les terres liées au titre, tout cela doit passer à Alexander selon la loi. C'est le fils de mon frère, l'héritier légitime. Mais ma fortune personnelle, 400 000 livres sterling, 3 domaines mineurs, des investissements, tout ce que Vivien et moi avons construit ensemble, je peux le léguer à qui je veux. Mais pourquoi ne pas les léguer à Alexander? C'est votre héritier, votre neveu. Parce qu'Alexander est un homme bon, mais il n'en a pas besoin. Il aura le duché, les terres suffisantes pour maintenir sa position, et parce que la voix d'Edmund s'adoucit, parce que Vivien m'a fait promettre autre chose. Il sortit un document plié de la poche de sa robe. Voici mon testament. Maître Whitmore l'a préparé méticuleusement pendant des mois. Il précise qu'à ma mort, tu hériteras de ma fortune personnelle, soit environ 400 000 livres sterling en fonds, 3 domaines mineurs et, surtout, la co-administration du domaine ducal principal pendant une période de 10 ans aux côtés d'Alexander. Le chiffre était tellement absurde que Rose n'arrivait pas à le comprendre. 400 000 livres sterling. C'était une richesse qui dépassait l'imagination. 4 fois 400 000 livres sterling. Oui, plus qu'il n'en faut pour te garantir de ne jamais dépendre d'un homme. Assez pour vivre confortablement le reste de ta vie en tant que veuve fortunée. Assez pour faire le bien dans le monde si tu le souhaites. Mais Alexander, lui, hérite du titre. Oui, Alexander deviendra duc d'Ashworth à ma mort. Il héritera du titre, du domaine principal, de toutes les terres attachées au titre, de tout ce qui doit être transmis avec le duché selon la loi. Mais vous aurez la co-administration pendant 10 ans, ce qui garantit qu'il ne pourra pas simplement vous expulser ou ignorer vos conseils et vos connaissances. Vous travaillerez ensemble en tant que partenaires. Edmund prit une profonde inspiration, visiblement épuisé par l'effort de parler autant. J'ai essayé pendant des années d'établir des héritiers par adoption légale afin de trouver un autre moyen de protéger ma fortune, mais j'ai été bloqué à chaque tentative. La famille de Vivien, qui considère tout héritier non biologique comme une insulte à sa mémoire, des cousins comme Cornelius, qui veulent mon argent pour eux-mêmes, des lois archaïques qui favorisent le sang par-dessus tout. Vous avez donc décidé de vous marier, dit Rose lentement, comprenant peu à peu comme le brouillard se dissipait.
Oui, car le mariage est incontestable en vertu de la loi anglaise. Une épouse, une duchesse, a des droits légaux qu'aucun cousin ne peut contester, quels que soient ses efforts. Votre position en tant que veuve sera inattaquable. Je suis donc une héritière commode, la solution à un problème juridique. C'est plus que cela. Edmund la regarda droit dans les yeux et pour la première fois, elle y vit une réelle vulnérabilité. Au cours des 2 derniers mois, je t'ai observé à Manchester, non pas une seule fois, mais à plusieurs reprises. Je t'ai vu aider Madame Chevrier à mettre son châle lorsqu'elle avait froid. Je t'ai vu partager ton pain avec des enfants des rues, alors que tu n'avais clairement pas grand-chose pour toi-même. Je t'ai vu refuser le paiement de Mme Dubois parce qu'elle avait 3 enfants à nourrir. Rose sentit ses joues rougir. Tu m'as espionné, oui. Et je ne le regrette pas, car cela m'a montré ta vraie personnalité. J'ai vu une gentillesse authentique dans un monde cruel. J'ai vu quelqu'un qui comprend que la richesse doit servir un objectif au-delà de la simple accumulation. J'ai vu quelqu'un que Vivienne aurait approuvé. Il sortit un autre document de sa poche, plus ancien, usé sur les bords. C'est une lettre que Vivienne m'a écrite 3 jours avant sa mort. Elle savait que la fin était proche. Écoute ce qu'elle a dit. La voix d'Edmond se brisa légèrement tandis qu'il lisait. Mon cher Edmond, quand je ne serai plus là, ne laisse pas notre fortune nourrir des parasites et des joueurs. Ne la laisse pas être gaspillée pour les vices de Cornelius ou répartie entre des parents cupides qui ne se sont jamais souciés de nous. Trouve quelqu'un qui a bon cœur, quelqu'un qui est assez jeune pour avoir toute sa vie devant lui, quelqu'un qui utilisera notre argent pour rendre le monde un peu moins cruel. Promets-moi, mon amour, de donner un sens à notre fortune après notre mort. Des larmes brillaient dans les yeux d'Edmund, reflétant la lumière des bougies. Et puis, 6 ans après avoir perdu ma Vivienne, je t'ai vu donner ton châle à un inconnu dans le froid. Je t'ai vu choisir la gentillesse alors que personne ne te regardait, alors qu'aucune récompense n'était attendue. Et je me suis dit, voici quelqu'un que Vivienne approuverait. Voici quelqu'un qui est digne de notre héritage. Un silence absolu s'est abattu sur la pièce. Seul le crépitement du feu dans la cheminée, le tic-tac lointain d'une horloge et la respiration laborieuse d'Edmund se faisaient entendre. Rose a essayé de comprendre, d'assimiler tout cela. Donc tout cela, le mariage, m'amener ici, les leçons, faire de moi une duchesse, c'était uniquement pour garantir que j'hériterais de votre argent, pour tenir une promesse faite à votre défunte épouse. Oui, et tu n'as jamais... Je n'ai jamais pensé à... Elle ne put terminer sa phrase, mais elle n'en avait pas besoin. Jamais, Edmund baissa les yeux. Rosalind, j'ai 75 ans. Je meurs lentement et douloureusement, et j'aime toujours ma défunte épouse de toutes les fibres de mon être fatigué. Sa voix se brisa légèrement. La dernière chose que je souhaite, la dernière chose que je voudrais, c'est une intimité forcée avec une jeune femme qui pourrait être mon arrière-petite-fille. Cette idée me répugne. Pas à cause de toi, ajouta-t-il rapidement, mais à cause de ce que cela signifierait, de ce que cela ferait de moi. Rose sentit quelque chose se défaire complètement en elle, la tension qu'elle avait portée pendant des semaines, la terreur qui l'avait empêchée de dormir nuit après nuit, la panique qui l'avait menacée tout au long de la cérémonie. Il ne me touchera pas, il ne le fera jamais. C'était réel, vrai. Est-ce que tu... Est-ce que tu dis la vérité? Murmura-t-elle, n'osant toujours pas y croire. Oui, et plus encore. Je veux que tu utilises les mois à venir, ce qui me reste, pour apprendre absolument tout sur la gestion de ces domaines, afin que lorsque je ne serai plus là, tu sois parfaitement préparé. Afin que personne, ni Cornelius, ni même Alexander, s'il décide de se montrer difficile, ni aucun juge, ne puisse dire que tu es incompétente, ou que tu n'es pas préparé, ou que tu n'es pas digne de la richesse et de la position que je te laisse. Il se pencha en avant et prit sa main libre, dans un geste paternel, ni romantique ni possessif, juste tendre. Rosalind, je sais parfaitement que tu n'as pas choisi cette vie. Je sais que tu as été vendue par un père qui ne te mérite pas, qui ne mérite pas de respirer le même air que toi. Mais je t'offre quelque chose ici. L'opportunité de prendre un nouveau départ, d'avoir un avenir basé sur tes propres décisions, ta propre force, ton propre mérite, d'être une femme riche et indépendante, une duchesse à part entière, sans être redevable à aucun homme. Des larmes commencèrent à couler sur le visage de Rose.
Non plus de peur, mais d'un soulagement si intense, si profond qu'il en était presque douloureux. C'était comme si le nœud serré autour de sa poitrine s'était enfin desserré, lui permettant de respirer pour la première fois depuis des semaines. Pourquoi? Murmura-t-elle entre deux sanglots. Pourquoi faire tout cela pour une inconnue? Pour moi, parce que je le peux, parce que je le dois. Et parce que Vivian aurait fait la même chose si nos positions avaient été inversées, dit-il en lui serrant doucement la main. Vous me rappelez, Vivian, pas physiquement, bien sûr. Vivian avait les cheveux châtains et les yeux verts, mais au fond, elle avait la même gentillesse obstinée, la même force silencieuse, le même refus de céder même lorsque le monde entier tente de vous briser. Rose se couvrit le visage de sa main libre. Des sanglots secouèrent son corps. Toutes les émotions refoulées de ces dernières semaines. La terreur, le désespoir, la colère, l'humiliation jaillissaient en vagues qu'elle ne pouvait contrôler. Edmund attendit patiemment qu'elle se calme, puis il lui tendit un mouchoir en lin brodé de sa couronne ducale. Pardonne-moi de ne pas t'avoir tout expliqué avant le mariage, dit-il doucement, tandis qu'elle séchait ses larmes. Mais certaines choses doivent d'abord être correctement documentées. Le mariage doit être légal, incontestable, avant que je puisse révéler les véritables conditions. Et maintenant que nous sommes mariés devant Dieu et la loi, maintenant que vous êtes la duchesse d'Ashworth, vous pouvez me dire la vérité. Rose finit de sécher ses dernières larmes. Elle regarda cet homme âgé et mourant qui avait ourdi un complot si élaboré, si compliqué, juste pour lui offrir un avenir, pour tenir la promesse faite à sa défunte épouse de faire quelque chose de bien avant de mourir. Merci, murmura-t-elle, la voix encore brisée. Merci de m'avoir sauvé. Non, répondit Edmund en secouant la tête. Merci de m'avoir donné un but pour mes derniers mois. Merci de m'avoir permis de faire quelque chose de bien, quelque chose qui honore la mémoire de Vivian avant de mon départ. Tu m'as fait un cadeau aussi grand que celui que je crois te faire. Ils restèrent ainsi pendant un long moment. Deux étrangers unis par des circonstances impossibles, trouvant quelque chose d'inattendu au milieu d'une transaction qui aurait dû être uniquement froide et pratique. Pas de l'amour, pas de romance, mais un respect mutuel, une profonde gratitude et peut-être, juste peut-être, le début d'une amitié improbable. Quand Edmund se leva enfin pour retourner dans ses appartements, il s'arrêta à la porte. Dors bien, Rosalind. Demain, nous commencerons sérieusement. Un véritable apprentissage, un véritable partenariat, une préparation sérieuse à ton avenir d'administratrice et de duchesse. Edmund l'appela-t-elle avant qu'il ne parte. Oui, Vivienne a eu beaucoup de chance de t'avoir. Il sourit, un sourire triste mais sincère, chargé de souvenirs et d'un amour qui ne s'était jamais éteint. C'est moi qui ai eu de la chance, depuis toujours. Et maintenant, d'une manière étrange, j'ai encore de la chance de t'avoir trouvé. Et il partit, laissant Rose seule avec ses pensées qui tourbillonnaient, le cœur plus léger qu'il ne l'avait été depuis des mois. Pour la première fois depuis des semaines, elle s'allongea dans l'énorme lit sans être paralysée par la terreur. Et pour la première fois depuis des années, tant d'années, elle s'autorisa à ressentir quelque chose de dangereux, de fragile, mais indéniablement réel. L'espoir. Le lendemain matin apporta une clarté qui semblait impossible la nuit précédente. Rose se réveilla avec la lumière du soleil filtrant à travers les rideaux épais. Il lui fallut un moment pour se rappeler où elle était. Puis tout lui revint d'un coup. Le mariage, la conversation avec Edmund, la révélation impossible, il ne me touchera pas. Il ne le fera jamais. C'est réel. Pour la première fois depuis des semaines, elle pouvait respirer profondément sans sentir un poids écrasant sur sa poitrine. Mais lorsqu'elle descendit pour prendre son petit déjeuner, elle découvrit qu'elle ne serait pas seule. Alexander était dans la salle à manger, lisant le journal avec une expression sombre. Lorsque Rose entra, il leva les yeux. Il l'observa longuement, comme s'il cherchait des signes visibles de ce qui s'était passé la nuit précédente. « Bonjour », dit-il enfin, d'une voix soigneusement neutre. « Bonjour ». Ils s'assirent aux extrémités opposées de la table. Le silence était lourd, inconfortable. « Mon oncle m'a demandé de rester », dit Alexander brusquement. « Pendant quelques semaines, pour s'assurer que tout est en ordre pour me surveiller, pensa Rose, mais elle se contenta d'acquiescer. « Je comprends. Il a également mentionné qu'il continuerait vos leçons ce matin dans sa bibliothèque. » À 7 heures, Alexander plia le journal avec des gestes précis. « Avec votre permission, votre grâce. »
Le titre semblait presque moqueur dans sa bouche et il partit, laissant Rose seule avec un café qui avait soudainement perdu tout son goût. Lorsque Rose arriva à la bibliothèque à 7 heures, Edmund était déjà là, entouré de registres et de cartes. Mais il y avait quelque chose de différent chez lui ce matin-là. Une légèreté qui n'était pas là auparavant, comme si un poids avait été retiré de ses épaules. Bonjour, votre gras humiditaire, dit-il en souriant lorsqu'il la vit, utilisant son nouveau titre avec une chaleur évidente. Avez-vous bien dormi? Oui, pour la première fois depuis des semaines. Excellent. Edmond désigna la chaise à côté de lui, non pas de l'autre côté de la table comme auparavant, mais à côté de lui. Partenaire, pas élève distinct. Alors commençons sérieusement. Nous avons beaucoup de travail. C'est ainsi que commença la véritable éducation de Rose. Edmund n'était pas seulement un professeur compétent. Il était passionné par cette terre, par ses gens, par l'héritage qu'il avait construit avec Viven au fil des décennies. Chaque leçon ne portait pas seulement sur des chiffres et des faits, mais aussi sur des histoires, des souvenirs, des liens humains qui donnaient vie à des documents arides. Regarde, dit-il en montrant une carte étalée sur la table quelques jours plus tard. Voici toutes les propriétés des Ashworth. Le domaine principal du duc, où nous nous trouvons, s'étend sur 5000 acres. Nous avons ensuite 3 domaines secondaires, des propriétés qui m'appartiennent personnellement et qui ne sont pas liées au duché. Ces doigts traçaient les limites avec l'aisance de quelqu'un qui en connaissait chaque centimètre carré. Le domaine principal reviendra à Alexander avec le titre. C'est la loi. Mais il ne peut pas toucher aux 3 petites propriétés. Elles seront à vous. Et vous co-administrerez le domaine principal avec lui pendant 10 ans. Cela signifie que vous aurez votre mot à dire dans toutes les décisions importantes. Il ne peut pas vendre de terre, licencier des employés de longue date ou apporter des changements significatifs sans votre accord. Ne va-t-il pas vous en vouloir? Peut-être au début, mais Alexander est un homme honorable. Une fois qu'il aura compris pourquoi, une fois qu'il aura vu que vous êtes capable, il l'acceptera. Il est têtu, mais il n'est pas idiot. Rose n'en était pas si sûre, mais elle ne dit rien. Chaque propriété a des locataires, des familles qui travaillent en la terre depuis des générations. Ce ne sont pas seulement des chiffres dans un registre. Rosalind, ce sont des personnes qui ont une vie, des rêves, des problèmes. La famille Davies qui fournit le lait, les Thompson qui s'occupent des vignobles du Nord, les Harris qui sont gardes-chasse du domaine depuis 4 générations. La porte s'ouvrit. Alexander entra et s'arrêta en voyant la scène. Rose et Edmund penchaient ensemble sur les cartes. Proche, à l'aise. Excusez-moi de vous interrompre, dit-il, même s'il n'en avait clairement pas l'intention. Je dois vous parler, mon oncle, des récoltes d'automne. Bien sûr, la duchesse devrait également être mise au courant. Ce sont désormais ses récoltes aussi. Alexander serra les mâchoires à cette remarque, mais il tira une chaise et s'assit. Pendant l'heure qui suivit, ils discutèrent des prévisions, des prix, des négociations avec les acheteurs. Rose écouta attentivement, absorbant tout, et elle remarqua qu'Alexander, d'abord réticent, commença progressivement à l'inclure dans la conversation, non par courtoisie, mais parce qu'elle posait des questions intelligentes, remettait en question les hypothèses et apportait une véritable contribution. Lorsqu'il se leva enfin pour partir, Alexander s'arrêta à la porte. « Tu apprends vite, dit-il, presque à contre-cœur. Son Excellence est un bon professeur. » « Oui. » Alexander regarda son oncle avec quelque chose qui ressemblait à de l'affection. Il l'avait toujours été, et il partit, laissant quelque chose de différent dans l'air. Pas encore de l'acceptation, mais peut-être une possibilité. Au fil des jours et des semaines, un nouveau rythme s'installa dans le domaine. Le matin, Rose étudiait avec Edmund non seulement la comptabilité et la gestion, mais aussi la philosophie qui sous-tendait les décisions, comment équilibrer le profit et la compassion, comment maintenir son autorité sans cruauté, comment être une duchesse respectée et non seulement crainte. Regarde ce contrat avec la famille Davies, dit-il un matin en poussant un document sur la table. Ils fournissent du lait depuis 15 ans, mais les prix ont augmenté. Ils veulent une augmentation de 20%. Et tu vas leur accorder? Rose étudia les chiffres. Cela ne dépend pas des mathématiques. Je peux payer sans problème, mais c'est une question de principe, dit Edmond en se calant dans son fauteuil. Le méritent-ils? Ont-ils maintenu la qualité? Ont-ils été honnêtes? Comment de le savoir? Rende leur visite, observe les conditions, les animaux, le travail.
Un duc ou une duchesse qui gouverne depuis son bureau, sans jamais voir les gens qu'il ou elle dirige, est un mauvais dirigeant. Rose commença donc à visiter les domaines. Madame Peyton l'accompagnait toujours, mais c'était Rose qui posait les questions, qui observait, qui prenait les décisions. Monsieur Davis, nerveux à la vue de l'arrivée de la calèche ducale, expliqua qu'il avait perdu 3 vaches pendant l'hiver. Rose traversa l'étable et vit des animaux bien nourris, du matériel entretenu avec un soin évident. J'approuverai l'augmentation, dit-elle, mais utilisez une partie de l'argent pour acheter de nouvelles vaches. Restaurez votre production. Sur le chemin du retour, Madame Péton fit remarquer Son Excellence sera fière. Et lorsqu'elles arrivèrent, elles trouvèrent Alexander dans la cour. Il apprit la décision de Rose par Madame Péton. Il la regarda avec une expression qu'elle ne parvint pas tout à fait à déchiffrer, mais il y avait moins d'hostilité maintenant, peut-être même un certain respect. Décision sensée fut tout ce qu'il dit avant de s'éloigner, mais Rose le remarqua et quelque chose changea. Les après-midi étaient différents. Edmund se reposait. Les efforts du matin le fatiguaient manifestement de plus en plus. Rose profitait de ce temps pour explorer le domaine, les jardins, les écuries. C'est lors d'un de ces après-midi qu'elle trouva Edmund assis seul dans le jardin, près des rosiers que Vivian avait plantés. Il regardait les fleurs avec une expression distante. Il ne remarqua pas son approche. Aimait-elle les roses? Demanda Rose doucement, s'asseyant à côté de lui sur le banc de pierre. Edmund se retourna rapidement, essuyant ce qui aurait pu être une larme. Elle les aimait. Elle les disait qu'elles étaient comme les gens. Elle avait besoin de soins de patience. Mais quand elle fleurissaient, il toucha délicatement une rose rouge. Quand elle fleurissaient, elle valait tous les efforts consentis. Elle les a plantés elle-même, tu sais, elle s'est sali les mains, elle a insisté pour faire le travail elle-même. Un comportement très peu duc, sourit-il en se remémorant ce souvenir. Ils restèrent là pendant un moment qui sembla suspendu. Deux âmes solitaires trouvant un réconfort inattendu dans la compagnie l'une de l'autre. Puis-je te poser une question? Dit finalement Rose. Bien sûr. Regrettes-tu de ne pas avoir eu d'enfant? Edmund resta silencieux pendant un long moment. Oui et non. J'aurais aimé être père, voir une petite version de Vivian courir dans ses couloirs, transmettre le duché à mon propre enfant plutôt qu'à mon neveu. Mais peut-être que c'était le plan, attendre de te trouver pour pouvoir t'aider quand tu en avais le plus besoin. Rose eut la gorge serrée. Vous êtes un homme bon, votre grâce, le meilleur que j'ai connu. Et vous êtes extraordinaire, Rosalind. Vivian t'aurait beaucoup aimé. Elle serait heureuse de savoir que sa fortune ira à quelqu'un qui en fera bon usage. De l'autre côté du jardin, invisible pour eux, Alexander observait depuis la fenêtre de la bibliothèque. Il voyait l'intimité sincère qui les unissait, leur affection réelle, et quelque chose dans sa compréhension de la situation commença à changer. Le soir, les dîners devinrent des événements à trois. Edmund insistait pour qu'Alexander se joigne à eux. Au début, les repas étaient tendus, les conversations forcées, mais au fil des semaines, quelque chose changea. Comment va la famille Davy? Demanda Edmund un soir. Le fils est-il toujours malade? Va-t-il mieux? Répondit Alexander. Sa grâce a envoyé un médecin de la ville. Cela a fait toute la différence. Rose leva les yeux, surprise. Vous le saviez, Madame Peyton me l'a dit. Alexander marqua une pause, comme si les mots lui coûtaient. C'était une gentillesse inattendue. Ce n'était pas de la gentillesse, peut-être. Rose dit, c'était une responsabilité. Si je dois co-administrer ces terres, je dois prendre soin des gens qui y vivent. Quelque chose traversa le visage d'Alexander. Du respect. La reconnaissance que peut-être, juste peut-être, il l'avait jugé à tort. Mon oncle vous a bien enseigné. Ce n'était pas exactement un compliment, mais ce n'était pas non plus une insulte. C'était une trêve. Quelques semaines après le mariage, quelque chose d'inattendu se produisit. Rose était dans l'écurie en train de caresser Céleste. Le gentil maire Edmond avait insisté pour qu'elle apprenne à monter à cheval. Quand Alexander entra, il s'arrêta en la voyant, visiblement surpris. « Je ne savais pas que tu montais à cheval. J'apprends. » Sa grâce insiste sur le fait qu'un administrateur doit inspecter les propriétés et elle ne peut pas toujours le faire en calèche. Alexander se rendit à la stalle voisine où l'attendait son étalon noir, beaucoup plus imposant que Céleste, et resta silencieux pendant qu'il sellait l'animal. « Comment va-t-il? » demanda finalement Rose.
Votre Excellence, vous avez passé du temps avec lui aujourd'hui? Alexander cessa d'ajuster la selle. Il va moins bien, il est plus faible que la semaine dernière, il respire plus difficilement, sa voix est soigneusement contrôlée. Mais Rose entendit la douleur sous-jacente. Il m'a dit, continua Alexander sans la regarder, tout ce qui concerne le testament, le fait que Vivian lui ait demandé de trouver quelqu'un avec un bon cœur, pourquoi il vous a choisi. Rose resta immobile. Et maintenant, je comprends. Je ne suis pas forcément d'accord avec les méthodes, mais je comprends les raisons. Alexander la regarda enfin. Il t'aime comme sa fille, tu sais. Ce n'est pas difficile à voir et je lui en suis reconnaissante, dit simplement Rose. Plus que je ne peux l'exprimer. Il m'a sauvé d'une manière que tu ne peux pas imaginer. Alexander l'étudia longuement. Puis il hocha la tête et reporta son attention sur le cheval. Mais alors que Rose s'apprêtait à partir, il reprit la parole. Rosalind, elle se retourna. C'était la première fois qu'il utilisait son prénom sans sarcasme ni froide formalité. Quand il mourra, promets-moi que tu prendras soin de cet endroit pour les gens. Comme il l'a fait, je te le promets, et qu'elle vit quelque chose s'adoucir sur son visage. Ce n'était pas encore une acceptation totale, mais un début. Alors que le mois d'août laissait place au mois de septembre, Rose remarqua des changements subtils mais indéniables chez Edmund. Il se fatiguait plus rapidement pendant les cours du matin, s'arrêtait de plus en plus souvent pour reprendre son souffle. Ses mains tremblaient visiblement lorsqu'il tenait son stylo pour écrire, mais son esprit restait aussi vif que jamais, et étonnamment, il semblait plus heureux qu'il ne l'avait été depuis des années. Tu sembles plus léger, commenta Rose un matin, remarquant le sourire sincère sur son visage alors qu'il passait en revue les rapports. Je le suis, répondit-il en la regardant avec une affection évidente. Pour la première fois en 7 ans, j'ai à nouveau un but. Quelqu'un a formé, a préparé une raison de me lever chaque matin, sachant que tout ce que Vivien et moi avons construit continuera, sera utilisé à bon escient. C'est un cadeau, Edmund. Rose hésita. Je te suis reconnaissante pour tout ce que tu as fait pour moi, pour m'avoir donné non seulement un avenir, mais aussi une raison de croire que je peux être plus que ce que mon père voulait faire de moi. Edmund lui caressa doucement le visage, dans un geste paternel réconfortant. Et je te remercie d'avoir donné un sens à mes derniers mois. Je promets d'honorer ta confiance. Je prendrai soin de ces gens, de cette terre. J'utiliserai ta fortune, la fortune de Viviane, comme elle l'aurait voulu. Je sais que c'est déjà ce que tu fais. C'était une chaude matinée de septembre lorsqu'un nouveau problème vint frapper à la porte. Rose était en train de relire des contrats dans la bibliothèque lorsqu'elle entendit des voix dans le hall d'entrée. Ce n'était pas Alexander cette fois-ci, mais une voix plus âgée et plus forte qui tranchait l'air comme une lame rouillée. « Où est-ce mon cousin? J'exige de le voir immédiatement. » Alexander, qui était de l'autre côté de la bibliothèque en train d'examiner des documents juridiques, leva les yeux. « Cornelius, dit-il simplement, d'un ton mêlant dédain et lassitude. Rose se dirigea vers la porte. Dans le hall d'entrée se tenait un homme d'une 50aine d'années, corpulent, vêtu avec une élégance excessive qui frôlait la vulgarité, des bagues à tous les doigts, une lourde chaîne en or, des vêtements coûteux, mais d'un goût douteux. Il était accompagné de 3 hommes, sans doute des avocats portant des mallettes en cuir remplies de documents. Monsieur Blackwood, Madame Patton essaya de rester calme, mais Rose vit ses mains trembler légèrement. Sa grâce se repose et ne peut pas, ne peut pas, ne peut pas. Cornelius cracha pratiquement ces mots. Il peut épouser une prostituée assez jeune pour être son arrière-petite-fille, mais il ne peut pas recevoir sa famille. Une colère brûlante monta dans la poitrine de Rose. Elle s'avança, sortant de la bibliothèque. « Je suis la duchesse d'Ashworth, et je vous suggère de modérer votre ton dans ma maison. » Cornelius se retourna, la regardant de haut en bas, avec un mépris si pur qu'il en était brûlant. « Ah, la personne en question. » Il s'avança vers elle avec des mouvements délibérément menaçants. « Combien mon cousin a-t-il payé? 50 000? 100 000? Quel est le prix courant pour devenir duchesse de nos jours? » Alexander sortit de la bibliothèque derrière Rose. Cornelius, arrêté immédiatement. « Cornelius, » la voix d'Edmund tonna du haut de l'escalier, couvrant toutes les autres. « Vous avez exactement 5 secondes pour présenter vos excuses à ma femme, sinon vous serez expulsé de force du domaine. » « Votre femme? » Cornelius éclata d'un rire cruel et sans humour.
Edmond, avez-vous complètement perdu la tête? Tout le monde le sait. Cet enfant ne veut que votre argent. Le duc d'Ashworth réduit à cela. 3 secondes. Je suis venu apporter des documents contestant ce mariage ridicule. Cornelius fit un geste violent en direction des avocats. Nous avons des preuves de coercition, de manipulation, d'incapacité mentale. 1 seconde. Tu es malade, Edmund. Tu es mourant. Tu n'es clairement pas dans ton état normal pour faire d'une fille à peine sortie de l'école une duchesse. Assez. Edmund descendit lentement les escaliers, chaque marche lui demandant un effort visible qu'il ne cherchait plus à cacher. Alexander se précipita pour l'aider. Rosalind Alexander, dans mon bureau. Maintenant, Cornelius, toi et tes laquais pouvez venir aussi. Nous allons régler cette affaire une fois pour toutes. Le bureau d'Edmund était une pièce imposante. Les murs étaient recouverts de boiseries en acajou foncé et il y avait un immense bureau qui avait appartenu à son grand-père. Des portraits de plusieurs générations de ducs d'Ashworth observaient la scène d'un œil sévère depuis leur cadre doré. Edmund s'assit derrière le bureau avec un effort évident, déjà essoufflé par le simple fait d'avoir descendu les escaliers. Rose se tenait à sa droite, instinctivement protectrice. Après un moment d'hésitation, Alexander se plaça à sa gauche, uni malgré eux contre une menace commune. Cornelius et ses 3 avocats se pressaient de l'autre côté, le visage empreint d'arrogance et d'une cupidité mal dissimulée. « Très bien, » dit Edmond d'une voix étonnamment ferme malgré sa fatigue visible. « Dites ce que vous avez à dire. » L'avocat principal, un homme mince portant des lunettes dorées et semblant prendre plaisir à ruiner des vies, ouvrit un dossier en cuir. « Ou votre grâce, nous représentons M. Cornelius Blackwood, votre cousin le plus proche et héritier légitime de votre fortune personnelle. » Héritier légitime, l'interrompit Edmund d'une voix dangereusement calme. Selon quelle loi exactement? Selon la loi sur la succession familiale, qui ne s'applique qu'aux propriétés liées au duché et non à la fortune personnelle, rétorqua Edmund avec la précision de quelqu'un qui connaît chaque virgule de la loi. Ma fortune personnelle m'appartient et j'en dispose comme bon me semble, et j'ai choisi ma femme comme épouse acquise dans des circonstances hautement discutables, explosa Cornelius en frappant du poing sur le bureau. Edmund, pour l'amour de Dieu, regardez-vous. Vous êtes mourant. Vous n'êtes clairement pas mentalement capable de quoi? Edmund se pencha en avant, les yeux brillants d'une lueur dangereuse. De reconnaître un opportuniste quand j'en vois un. Cornelius, tu joues à Monte-Carlo depuis 10 ans. Tu dois des sommes obscènes à des gens qui n'acceptent pas d'excuses. Tout le monde dans cette pièce sait que tu ne te soucies de ma dette que parce que tu veux mon argent pour payer tes dettes de jeu. Le visage de Cornelius devint rouge brique. C'est de la diffamation. C'est la vérité documentée. Edmund sortit un épais dossier du tiroir du bureau et le jeta sur la table. J'ai les rapports complets des détectives privés sur tes activités. Veux-tu que je les lise à haute voix? Les casinos que tu fréquentes, les sommes que tu dois, les créanciers qui ont menacé de te mettre en faillite, ou préfères-tu maintenir cette mascarade de préoccupation familiale? Un silence tendu s'installa dans le bureau. Cornelius ouvrit et ferma la bouche plusieurs fois, mais aucun son n'en sortit. Alexander regarda tour à tour son oncle et Cornelius, visiblement surpris. « Mais vous saviez tout cela depuis le début. »« Bien sûr que je le savais, » répondit Edmund. « Pourquoi pensez-vous que j'ai pris des mesures aussi élaborées pour protéger ma fortune? Pourquoi pensez-vous que je me suis marié? » Très bien. L'un des avocats tenta de retrouver un peu de dignité. Même ainsi, il y a un sérieux problème d'influence indue. Cette jeune femme ne me connaissait pas il y a encore 2 mois. Edmund l'interrompit d'une voix cinglante. C'était un mariage arrangé par des intermédiaires juridiques. Le contrat a été examiné par 3 avocats différents, dont aucun n'était à mon service, et j'ai des témoins, dont plusieurs médecins qui attestent de ma pleine capacité mentale. Il sortit un autre document et le fit glisser sur la table. Voici l'évaluation du Dr. Harrison datée d'il y a 1 semaine. Je cite, « Son Excellence, le duc d'Ashworth, fait preuve de toutes ses facultés cognitives, d'une excellente mémoire pour son âge et d'un jugement clair. Bien qu'il souffre physiquement d'une insuffisance cardiaque progressive, il est mentalement tout à fait capable de prendre des décisions concernant sa vie et ses biens. » Cornelius saisit le document, le lut rapidement, puis le rejeta avec force. « Cela ne prouve rien. Les médecins peuvent être achetés. Cette chasseuse de fortune vous a clairement séduit, manipulé pour que vous soyez prudent.
dit Alexander à voix basse. Mais il y avait une réelle menace dans son ton. Fais très attention à ce que tu vas dire, Cornelius. Cornelius se tourna vers Alexander, le désespoir remplaçant l'arrogance. Alexander, vas-tu laisser faire cela? Tu hériteras du duché, mais elle contrôlera la moitié de la fortune. Vas-tu laisser cette intruse voler ce qui devrait être à nous? À nous? Répéta Alexander en haussant un sourcil. Je ne savais pas que tu avais des droits sur la fortune personnelle de mon oncle. Je vais hériter du duché, du titre, du domaine principal, de tout ce qui compte. Il peut disposer de sa fortune personnelle comme il l'entend. Tu es un idiot, s'écria presque Cornelius. Elle contrôlera tout. Tu devras lui rendre des comptes pendant 10 ans. Elle... Assez, dit Alexander d'une voix dangereusement basse. Pars maintenant avant que je ne te mette moi-même à la porte. Les deux hommes se faisaient face. Rose pouvait sentir la tension. Des années d'histoire familiale, de cupidité, de ressentiment, tout se concentrait en cet instant. Finalement, Cornelius acquiesça brusquement, ses avocats se précipitant derrière lui alors qu'il se dirigeait vers la porte. Mais avant de disparaître dans le couloir, il jeta un dernier regard à Rose et Edmund. « Ce n'est pas fini, siffla-t-il, la voix tremblante de rage impuissante. Loin de là. Quand vous mourrez, Edmund, et ce sera bientôt, je le vois. Je reviendrai. Je contesterai chaque centime, chaque propriété, chaque décision que vous avez prise sous l'influence de cette femme. Essayez donc, dit Edmund avec un calme mortel. Mon neveu est l'un des meilleurs avocats de la région. Ma femme aura accès aux meilleures ressources juridiques d'Angleterre. Et toi? Il sourit sans humour. Tes créanciers te briseront les jambes pendant que tu attendras dans la file d'attente du tribunal. Bonne chance. Sur ces mots, Cornelius et ses avocats partirent en claquant la porte si fort que les portraits tremblèrent dans leur cadre. Lorsqu'ils furent seuls, Edmund sembla perdre tout son souffle d'un seul coup. Il s'effondra dans son fauteuil, respirant difficilement, le visage pâle comme de la cire. Oncle Alexander courut vers lui. « Ça va? Je suis juste fatigué. » Edmund ferma les yeux, la main tremblante, essayant de desserrer son cravat. « Rosalind, peux-tu appeler le docteur Harrison? Je pense que j'ai besoin de mes médicaments. » Rose courut vers la cloche et la tira à plusieurs reprises jusqu'à ce qu'un domestique apparaisse. « Va chercher le docteur. » Harrison immédiatement. Pendant qu'ils attendaient, Alexander aida Edmund à s'installer plus confortablement, desserra son cravat et lui apporta de l'eau. Rose s'agenouilla à ses côtés, lui tenant la main libre. « Pourquoi ne m'as-tu rien dit? » demanda Alexander doucement, la voix chargée d'émotions qu'il essayait de cacher à propos de Cornelius, des dettes, de la gravité de la situation. « Parce que ce n'était pas ton problème à résoudre. » Edmund ouvrit les yeux avec effort. « Et parce que je savais que tu viendrais quand j'aurais vraiment besoin de toi, et tu es venu. Et moi? » Alexander regarda Rose, quelque chose changeant dans son visage, et je l'ai défendu contre ma propre famille. Parce que c'était juste. Edmund respirait difficilement. Rosalind ne méritait pas leurs attaques, et tu l'as compris. Alexander resta silencieux pendant un moment, regardant Rose agenouillée là, tenant la main de son oncle avec une douceur évidente. Une réelle inquiétude se lisait sur chaque trait de son visage. « Je suis désolé, » dit-il finalement, la regardant droit dans les yeux. « Pour tout, pour la façon dont je t'ai traité à mon arrivée, pour t'avoir jugé sans te connaître. Pour tout, merci, » murmura Rose, la voix brisée. Et là, dans ce moment de vulnérabilité partagée, quelque chose changea irréversiblement entre eux. C'était un matin d'octobre, lorsque les feuilles commençaient à tomber et que l'air apportait les premières touches de froid. Lorsque tout changea, Rose était en train de prendre son café quand Annie arriva en courant, le visage blanc comme un linge, les yeux écarquillés de panique. « Votre grâce, c'est sa grâce. » Il ne se réveillait pas. La tasse tomba des mains de Rose, le café se répandant sur la nappe blanche comme du sang. Elle courut, soulevant ses jupes, montant les escaliers deux par deux. Les appartements d'Edmund, la porte ouverte. Madame Piton était à l'intérieur, penchée sur le lit, les mains tremblantes alors qu'elle essayait de le réveiller. Edmund était immobile, très pâle, les yeux fermés, la respiration superficielle et irrégulière, chaque inspiration semblant lui coûter un effort immense. Edmund. Rose courut vers le lit et lui prit la main. Elle était froide, très froide, comme de la glace.
Edmund, réveille-toi, s'il te plaît. Il ne répondit pas. Pas un frémissement, pas un mouvement. Quelqu'un a-t-il appelé le médecin? Cria-t-elle presque. J'ai déjà envoyé un messager, répondit Madame Peaton, la voix tremblante comme ses mains. Mais votre grâce, je pense que c'était une attaque. Non. Ce mot résonna dans l'esprit de Rose comme un glas funèbre. Non, non, non. Pas maintenant, pas encore. Des pas précipités dans le couloir. Alexander entra, vit la scène et pâlit comme un linge. Oncle Edmund, murmura-t-il d'une voix brisée comme Rose ne l'avait jamais entendu. Il se rendit de l'autre côté du lit, tomba à genoux et prit l'autre main d'Edmund pendant un moment qui lui sembla une éternité. Ils restèrent là, Rose et Alexander, chacun tenant d'une main de l'homme qu'ils aimaient tous les deux, chacun à sa manière, unis par la peur, l'amour et un désespoir commun. Puis les doigts d'Edmund bougèrent à peine, de manière presque imperceptible, mais certaine. Il se réveille, s'écria Rose en lui serrant la main. Edmund, nous sommes là, tu nous entends? Les yeux d'Edmund s'ouvrirent lentement, avec un effort visible, mais quelque chose n'allait vraiment pas. Un œil se fixa sur elle, clair et conscient. L'autre ne bougeait pas bien, la pupille dilatée et fixe. Sa bouche essayait de former des mots, mais ils sortaient déformés, incompréhensibles. Sa langue n'obéissait pas à son cerveau. Rose, Alex, chut. Rose lui serra la main, les larmes coulant déjà sur son visage. N'essaie pas de parler. Le médecin arrive. Tout ira bien. Tout ira bien. Mais même en disant cela, elle savait que c'était un mensonge. Elle le voyait dans ses yeux. Lui aussi le savait. Il savait que c'était le début de la fin. Le docteur Harrison arriva au bout d'une heure qui sembla une éternité. Il examina Edmund longuement, minutieusement, testant ses réflexes, lui posant des questions simples. Edmund essaya de répondre par des gestes maladroits de la main gauche. La droite restait immobile à ses côtés. Lorsque le médecin quitta la pièce, son visage en disait long avant même qu'il ne parle. C'était un accident vasculaire cérébral. Grave, confirma-t-il d'une voix basse mais claire. Le côté droit du corps est partiellement paralysé. La parole est compromise, mais la compréhension semble intacte, et avec son état cardiaque déjà avancé. Combien de temps? Demanda Alexander, la voix chargée d'émotion. Le docteur Harrison poussa un profond soupir. Difficile à dire avec certitude. Quelques jours, peut-être quelques semaines, si nous avons de la chance et s'il est fort, mais il les regarda avec une compassion sincère dans ses yeux fatigués. Préparez-vous, la fin est proche. Dites ce que vous avez à dire. Faites la paix dont vous avez besoin tant qu'il est encore temps. Rose et Alexander ont organisé une veillée. Au début, ils se relayaient, Rose pendant la journée, Alexander pendant la nuit, mais souvent, ils finissaient par rester ensemble, unis par leur peur et leur amour commun pour l'homme qui gisait, fragile, entre eux. Le premier jour, Edmund a dormi presque tout le temps. Il se réveillait brièvement, essayait de parler, puis était terriblement frustré lorsque les mots sortaient mal ou ne sortaient pas du tout. Rose apprit rapidement à lire ses gestes, ses expressions, la façon dont sa main gauche serrait la sienne lorsqu'il voulait quelque chose. De l'eau, demandait-elle, et il serrait une fois pour dire oui. De la douleur, demandait Alexander, et deux serrages signifiaient non. Ils développèrent leur propre langage, né de la nécessité et du désespoir. Le deuxième jour apporta une amélioration minime mais significative. Edmund réussit à s'asseoir dans son lit avec de l'aide, soutenu par une montagne d'oreillers. Il pouvait boire de la soupe liquide, même si la moitié s'échappait du côté paralysé de sa bouche, ce qui exigeait une patience infinie et des serviettes constantes, et il réussissait à former quelques mots péniblement, chacun lui coûtant un effort visible. « Mal! Mal! Ra! » dit-il à Rose, les yeux brillants de larmes de frustration. « Non, » dit-elle en lui tenant doucement le visage. « Ne t'excuse pas. Tu n'as aucune raison de t'excuser. Aucune. » « Du temps, essaya-t-il, le front plissé par la concentration. « Du temps, interpréta Alexander. Tu veux plus de temps? » Une forte pression, oui. Oui, moi aussi, mon oncle, dit Alexander, la voix brisée. Moi aussi. C'est lors de la troisième nuit après l'accident vasculaire cérébral que survint le moment qui allait tout changer. Rose et Alexander étaient tous deux dans la chambre, chacun d'un côté du lit. Edmund dormait, respirant difficilement, mais régulièrement, le visage plus détendu qu'il ne l'avait été depuis des jours.
La seule lumière provenait de la cheminée et d'une bougie sur la table de chevet, projetant des ombres dansantes sur les murs. Tu tiens vraiment à lui, dit soudain Alexander, à voix basse pour ne pas le réveiller. Rose le regarda dans la pénombre. Bien sûr que je tiens à lui. Comment pourrais-je ne pas m'en soucier? Je pensais que ce n'était qu'une transaction, de l'argent contre un titre, une sécurité financière en échange de quelques mois de désagréments. Au début, admit Rose en regardant Edmund endormi, quand mon père m'a vendu, c'était exactement ça. Une transaction froide. Je survivrais quelques mois, il mourrait et je serais libre, riche et duchesse. Elle fit une pause, les larmes commençant à couler silencieusement. Mais ensuite, il m'a sauvé d'une manière que vous ne pouvez pas imaginer, Alexander, non seulement en me sortant de la pauvreté, mais aussi en me faisant sentir capable, précieuse, comme une personne qui compte. Il m'a appris que je pouvais être plus que la victime de mon père, plus qu'un bien à vendre. Elle regarda le vieil homme fragile allongé entre eux. Il est le père que je n'ai jamais eu. La gentillesse que je pensais inexistante dans le monde, et le perdre, sa voix se brisa complètement. Elle ne put finir. Alexander resta silencieux pendant un moment. Puis, de manière surprenante, il tendit la main à travers le lit. Rose regarda cette main, hésita, puis la prit. Ses doigts étaient chauds, forts, vivants. Ils serrèrent doucement les siens, lui offrant un réconfort dont elle ne savait pas qu'elle avait besoin. « Je vais le perdre, moi aussi, » dit Alexander doucement, la voix chargée d'une émotion qu'il n'essayait plus de cacher. « Le seul vrai père que j'ai connu. Le mien est mort quand j'avais 12 ans. Edmund m'a élevé. Il m'a tout appris. Pas seulement le droit et les affaires, mais aussi comment être un homme honorable. Comment vivre avec intégrité. Comment être un duc digne de ce titre. Alors vous comprenez, dit Rose. Ce n'était pas une question, oui. Il lui serra à nouveau la main, plus fermement cette fois. Et je suis profondément désolé de la façon dont je t'ai traité à mon arrivée. De t'avoir jugé sans savoir, d'avoir rendu les choses encore plus difficiles pour toi qu'elles ne l'étaient déjà. Tu ne méritais pas ça. Merci, murmura Rose en lui serrant la main à son tour. Ils restèrent ainsi pendant un moment qui sembla hors du temps, leurs mains jointes au-dessus du corps de l'homme qu'ils aimaient tous les deux. Une tristesse partagée, construisant un pont là où il n'y avait auparavant que de l'hostilité et de la méfiance. Et quelque chose changea entre eux cette nuit-là. Quelque chose de fondamental et d'irréversible. Les jours suivants apportèrent un schéma cruel. Le matin, Edmund semblait d'aller mieux. Il parvenait à s'asseoir, à manger de la soupe avec moins de difficulté, même à former des phrases courtes, déformées, mais compréhensibles. Mais l'après-midi, l'épuisement le dominait. Il dormait pendant des heures, se réveillait confus, devait se faire rappeler où il était, ce qui s'était passé, et la nuit, il avait des moments de lucidité douloureuse où il savait exactement ce qui se passait et il essayait désespérément de communiquer des choses importantes avant qu'il ne soit trop tard. C'est lors d'une de ces nuits où il réussit à dire quelque chose de crucial que Rose et Alexander étaient présents. Edmund les appela d'un geste urgent de la main gauche. Lorsqu'ils se penchèrent envers lui, il prit la main de chacun. « Prenez soin les uns des autres, » dit-il, chaque mot lui coûtant un effort immense. Chaque « signifie « prenons soin les uns des autres », interpréta Rose en pleurant. « C'est ce que tu veux, une pression. » « Oui. » Pour moi, Alexander regarda Rose à travers ses larmes qui coulaient également sans contrôle. Elle acquiesça. « Nous promettons, diront-ils ensemble. Nous promettons, Edmund sourit, un petit sourire, tordu par la paralysie, mais sincère. Puis, dans un effort qui fit trembler tout son corps, il joignit leurs mains. Vivez, murmura-t-il. Dépite-moi. Puis il ferma les yeux, épuisé par l'effort. Mais il continua à tenir leurs mains jointes, comme si c'était la dernière bénédiction qu'il pouvait leur offrir. Rose et Alexander restèrent là, les mains unies par Edmund, pleurant en silence, tandis que l'homme qui les avait réunis dormait entre eux. Un matin, près de 2 semaines après son AVC, Edmund se réveilla différent. Pas mieux, pas pire exactement, mais déterminé. Il fit signe à Rose d'apporter du papier et un stylo. De sa main gauche tremblante, il écrivit des lettres irrégulières et presque illisibles. Dehors, les roses du jardin. « Tu veux aller dans le jardin ?» demanda Rose. « Voir les roses de Vivien ?» 2 pressions fortes. « Oui, c'est urgent » appelèrent-ils Alexander.
Avec l'aide de deux domestiques, ils réussirent à habiller Edmund correctement et à le porter avec précaution dans les escaliers jusqu'au banc de pierre dans le jardin où les roses de Vivien fleurissaient encore obstinément malgré l'arrivée de l'automne. Ils l'assirent là, le couvrirent de couverture. La journée était froide mais ensoleillée, le dernier souffle de chaleur avant l'hiver. Edmund ferma les yeux, le visage tourné vers le soleil, respirant le parfum des roses. Des larmes silencieuses coulèrent sur son visage. Vivienne, murmura-t-il si bas qu'on l'entendait à peine. Attends-moi. Ils restèrent là pendant des heures. Rose d'un côté, Alexander de l'autre, lui tenant les mains, lui laissant profiter de ce dernier moment de paix avec les souvenirs de son amour perdu. Quand ils le ramenèrent enfin, Edmund dormait plus profondément, plus paisiblement qu'il ne l'avait fait depuis des semaines. C'est 3 jours plus tard, par une froide nuit d'octobre, qu'Edmund se réveilla pour la dernière fois. Rose dormait dans le fauteuil à côté du lit lorsqu'elle sentit une pression sur sa main. Elle ouvrit les yeux. Edmund était réveillé et la regardait avec une clarté qu'elle n'avait pas vue depuis des jours. « Edmund », murmura-t-elle, et il sourit, de ce sourire doux et en coin. Avec un effort immense, il leva la main et lui toucha le visage. « Dorture », dit-il clairement. Un seul mot, mais chargé d'amour et de sens. « Père », murmura Rose en réponse, sans réfléchir, sans douter. Et elle réalisa que c'était vrai. « Tu es le père dont j'ai toujours eu besoin. » Edmund acquiesça, satisfait. Puis il fit un geste pressant. « Alexander, tu veux Alexander? Je vais l'appeler. » Elle courut réveiller Alexander dans ses appartements. « Viens vite. Il est réveillé et lucide. » Alexander enfila sa robe de chambre et courut. Quand ils arrivèrent, Edmund était toujours éveillé, attendant. Il fit signe à Alexander de s'approcher. Avec une force que personne ne lui connaissait, il prit la main d'Alexander. Puis il prit les roses. Il les joignit à nouveau comme il l'avait fait auparavant. « Protégez-les, » dit-il d'une voix faible mais déterminée. « Notre Légion, Vervenens Légion. »« Nous le promettons, » dit Alexander d'une voix brisée. Edmund les regarda, la satisfaction claire dans ses yeux. Puis, à la surprise générale, il sourit, un vrai sourire de bonheur. « Bien, une bonne fin, » murmura-t-il. Ses yeux se fermèrent. Vivienne rentre à la maison. Et dans un dernier souffle léger, comme le vent dans les feuilles, Edmund Ashworth, duc d'Ashworth, rendit son dernier souffle. Il n'y eut ni lutte, ni douleur visible, seulement la paix. Finalement, Rose s'effondra, sanglotant contre sa poitrine déjà silencieuse. Alexander posa son front sur la main de son oncle, les épaules secouées par des sanglots silencieux. Et ainsi, dans le silence de cette nuit froide, l'homme qui les avait unis quitta ce monde, non pas seul, non pas oublié, mais entouré de l'amour qu'il avait créé contre toute attente. Les funérailles eurent un lieu 3 jours plus tard, aussi grandiose qu'il convenait à un duc. L'archevêque présida la cérémonie, à laquelle assistèrent des centaines de personnes, des pairs du royaume, des membres du Parlement, des représentants de la couronne. Cornelius était là, sombre et silencieux, le regard toujours calculateur. Rose était vêtue d'une tenue entièrement noire. Alexander était à ses côtés, vêtu de son propre costume, la main sur son coude, un geste de soutien qui était devenu naturel depuis le décès. Lorsque le cercueil fut descendu dans le caveau ducal à côté de celui de Vivienne, Rose déposa une rose dans la tombe. « Dites à Vivienne que nous nous sommes occupés de tout, » murmura-t-elle. Comme vous le lui aviez promis, la lecture du testament eut lieu le lendemain dans le bureau de Whitmore à Manchester. Étaient présents Rose, Alexander, Cornelius avec ses avocats, Madame Piton représentant le personnel et le docteur Harrison en tant que témoin médical. Whitmore s'éclaircit la gorge, ajusta ses lunettes et commença à lire. Le testament était un document élaboré. Chaque clause était soigneusement réfléchie et protégée. Pour Alexander, le titre de duc d'Ashworth, le domaine principal et toutes les terres qui en découlaient légalement, le nom, l'héritage, la responsabilité du duché. Pour Rose, la totalité de la fortune personnelle, 400 000 $ en fonds, 3 domaines mineurs et la co-administration cruciale du domaine ducal principal pendant une période de 10 ans aux côtés du nouveau duc. Rose obtenait également le droit de résidence permanente dans certaines ailes d'Ashworth Manor, une pension à vie de 5 000 $ par an, garantissant une indépendance totale et,
De manière surprenante, un droit de veto sur toute vente de terre ou tout changement important dans l'administration des domaines ducales, ainsi que des primes généreuses, des pensions et une sécurité de l'emploi garantie pendant 10 ans pour les employés. Pour les œuvres caritatives, Viven a soutenu des dons importants totalisant 20 000 balles. Et pour Cornelius, rien, pas un sou, pas une mention, à l'exception d'une clause spécifique l'excluant de toute revendication future et révoquant son accès à toutes les propriétés d'Ashworth. Cornelius a explosé. C'est scandaleux. Je vais contester cela. Vous pouvez essayer, a répondu calmement Whitmore. Mais son Excellence avait anticipé cela. Il y a une clause spécifique. Toute tentative de contester le testament entraîne automatiquement et définitivement la perte de tout droit à l'héritage familial ou à toute autre considération, ainsi que la perte immédiate de l'accès à toutes les propriétés Ashworth et à toutes les allocations actuellement perçues. Veuillez lire la section 12, paragraphe 3. Cornelius lutte, puis devint rouge, puis blanc. Sans dire un mot, il se leva et partit, ses avocats courant derrière lui. Lorsque seuls Rose, Alexander et Whitmore restèrent, l'avocat sortit une enveloppe scellée. Il y a également une lettre personnelle à lire ensemble. Alexander l'ouvrit. L'écriture était celle d'Edmund, écrite avant son accident vasculaire cérébral. Ma chère Rosalind et mon cher Alexander, si vous lisez ceci, c'est que je suis parti. J'espère que cela s'est fait en douceur. J'espère que vous étiez là. J'espère être mort en sachant que tout ce que Vivien et moi avons construit continuera entre des mains compétentes et compatissantes. Alexander, tu es le fils que je n'ai jamais eu. Fort, honorable, compétent. Tu feras un excellent duc, meilleur que je ne l'ai été. Je pense que le duché est entre les meilleures mains possibles. Mais n'oublie pas que le leadership n'est pas seulement une question de force, c'est aussi une question de compassion. Rosalind te l'apprendra si tu la laisses faire, et tu lui apprendras la confiance qui lui fait parfois défaut. Vous avez besoin l'un de l'autre, Rosalind. Tu es un miracle que je ne méritais pas, mais que j'ai reçu avec gratitude. Tu as tenu la promesse que j'avais faite à Vivian de trouver quelqu'un au bon cœur qui utiliserait notre fortune pour rendre le monde moins cruel. Je t'ai observé avec les locataires, avec le personnel, prenant des décisions avec ta tête et ton cœur. Vivian t'aurait aimé comme une fille, comme je le fais moi-même. Je sais que vous avez commencé comme adversaire, mais j'ai vu dans mes derniers jours quelque chose changer, un respect mutuel, peut-être même une amitié naissante. Cultive-la. La co-administration ne vise pas seulement à protéger l'héritage de Rosalind, même si c'est le cas. Elle vise à vous forcer à travailler ensemble, à apprendre l'un de l'autre, à construire quelque chose de plus solide que ce que vous pourriez construire seul. Et si quelque chose de plus se développe, eh bien, Vivian rirait de ma tentative de marieuse depuis l'au-delà, mais ce serait d'un rire d'approbation, pas de moquerie. Vous êtes tous les deux assez jeunes pour retrouver le bonheur. Ne laissez pas le devoir, les convenances ou ma mémoire vous en empêcher. Vivez bien, vivez heureux. Vivez malgré moi, pas à cause de moi. Utilisez la fortune à bon escient. Honorez la mémoire de Vivian en rendant le monde un peu moins cruel, un peu plus gentil. Avec tout l'amour que ce vieux cœur contient encore, Edmund, duc d'Ashworth, Rose et Alexander lurent en silence. Lorsqu'ils eurent terminé, ils se regardèrent. Quelque chose passa entre eux. Reconnaissance, promesse, possibilité. Alors, dit finalement Alexander, la voix rauque d'émotion. Co-administrateur, co-administrateur, acquiesça Rose. Pendant 10 ans. Oui, cela va sans aucun doute être intéressant. Mais lorsqu'ils se sourirent, ce n'était pas le sourire d'adversaire. C'était celui de partenaire, d'allié, et peut-être, juste peut-être, de quelque chose de plus qui attendait de s'épanouir. 6 mois plus tard, le printemps revint au manoir d'Ashworth. Les rosiers de Vivian explosèrent de fleurs. Les jardins reprirent vie et le domaine prospéra sous la nouvelle direction. Rose était dans le bureau, qui était désormais vraiment le sien, décoré à son goût, mais conservant l'essence d'Edmund. Le portrait de Vivian était accroché au mur, les livres d'Edmund étaient sur les étagères, son bureau, où elle travaillait désormais, et on frappa à la porte. Alexander entra sans attendre de réponse, un protocole qu'ils avaient abandonné depuis des mois. La famille Davis est ici pour discuter de l'expansion de l'entreprise laitière.
J'ai envoyé 3 nouvelles vaches le mois dernier. N'est-ce que pas suffisant? Ils veulent acheter le terrain adjacent, s'agrandir considérablement. Rose y réfléchit. Qu'en penses-tu? Je pense qu'oncle Edmund approuverait. Ce sont de bons gestionnaires, honnêtes, travailleurs. Alors nous approuvons. C'est ainsi qu'il fonctionne désormais. Décision conjointe, respect mutuel, véritable partenariat. Il y a autre chose, dit Alexander avec une hésitation inhabituelle. Ta mère a écrit Tom a été accepté à l'école d'ingénieur. Lily s'épanouit dans sa nouvelle école. Grâce à Edmund, dit Rose doucement. Grâce à toi qui honore son héritage, qui utilise l'argent comme il le souhaitait. Un silence confortable s'installa entre eux. Rosalind, dit finalement Alexander, oui. Dîneras-tu avec moi ce soir? Pas en tant que co-administrateur, pas en tant que duc et duchesse discutant des affaires du domaine, juste nous. Rose le regarda sincèrement. Elle ne voyait plus l'homme furieux qui était arrivé quelques mois auparavant, mais un homme d'honneur élevé par Edmund, un homme qui était resté à ses côtés dans ses nuits les plus sombres, un homme qui avait pleuré avec elle, ri avec elle, construit quelque chose de nouveau avec elle, un homme qui était devenu un ami, et peut-être même plus. J'adorerais, dit-elle en souriant, et quand Alexander lui rendit son sourire, sincère et chaleureux, Rose pensa à Edmund et Vivienne, à la façon dont leur amour avait survécu à la mort, à la façon dont leur gentillesse continuait à faire la différence. Merci, pensa-t-elle en regardant le portrait de Vivienne. Pour tout, pour lui, pour cela, pour m'avoir donné un avenir que je n'aurais jamais imaginé. Dehors, les roses de Vivien fleurissaient, le soleil brillait, le domaine vivait, et deux cœurs unis par des circonstances impossibles commençaient à se trouver, non par obligation, non par commodité, mais par choix. Edmund avait eu raison. Au final, il vivrait, et il vivrait bien. Voici l'histoire de Rosalind Fairfax, vendue comme un bien et qui découvrit que sa valeur était inestimable. L'histoire d'Edmund Ashworth, duc d'Ashworth, qui aimait si profondément que même dans la mort, il trouva le moyen de faire la différence. Et l'histoire d'Alexander, qui apprit que les jugements hâtifs coûtaient cher, mais que les secondes chances valaient tout. Parfois, les transactions les plus froides cachent les cœurs les plus chaleureux. Et parfois, des destins impossibles créent des avenirs extraordinaires. La vie ouvre des portes qui ressemblent à des prisons. Et lorsque nous les franchissons avec courage, nous découvrons des jardins qui nous attendent. Merci beaucoup d'être resté avec nous jusqu'à la fin. Si cette histoire vous a ému, pensez à vous abonner à notre chaîne, à laisser un j'aime, à la partager avec vos amis et à écrire un commentaire ci-dessous. Votre soutien est très important pour nous et nous inspire à raconter d'autres histoires remplies d'amour, de résilience, de rédemption et de seconde chance. À la fin de cette vidéo, vous trouverez une autre romance inoubliable de notre collection. Cliquez et découvrez où la prochaine histoire vous mènera. Avec toute notre gratitude, Empire of Heart Stories